Donc, bonjour tout le monde, je pense que vous voyez mon écran. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu à ce webinaire sur la présence de l'eau dans les cours d'école, puisqu'on parle beaucoup de dévégétalisation, débitumation de plus en plus aujourd'hui, mais on oublie parfois de dire que pour végétaliser, il y a besoin d'eau. Et donc nous, Redagio, qui sommes le réseau des acteurs de la gestion intégrée des eaux pluviales du Grand Ouest, on s'est spécialisé sur ces questions-là de comment intégrer les enjeux d'eau de pluie dans l'aménagement. Et donc, aujourd'hui, c'est ce fil-là qu'on va tirer sur la présence de l'eau dans les cours d'école. Juste pour présenter un petit peu Redagio, qui on est. On est un réseau qui est basé donc dans le Grand Ouest, qui existe depuis plusieurs années, mais qui est en pleine structure et en pleine émergence, dont l'objectif, c'est vraiment de faire du plaidoyer pour la gestion intégrée des eaux pluviales dans le sens où vraiment on vise la montée en compétence de l'ensemble des acteurs et la fédération des acteurs, que ce soit à la fois publics et privés, autour des questions de gestion intégrée des eaux pluviales, la promotion des bonnes pratiques, etc. Et ça se passe d'un certain nombre de façons. En tout cas, aujourd'hui, on est un réseau qui est financé par des collectivités avant tout, mais on a pour ambition effectivement de rassembler aussi des acteurs privés de différents types, que ce soit des maîtrises d'œuvre, que ce soit des bureaux d'études, des architectes. Et on travaille aussi en lien étroit et en partenariat avec certaines associations, des structures publiques et la communauté scientifique. Et donc, si vous n'êtes pas très familier des questions de gestion intégrée des eaux pluviales, sachez que c'est ça qu'on vit, c'est toujours cette image qu'on présente. L'idée, c'est de sortir de la ville tuyau ou qui gère ses eaux, voilà, un petit peu comme un entonnoir, c'est-à-dire avec du rejet dans la nature, alors que l'eau est très chargée en polluants, pour s'orienter plutôt vers une ville éponge, où en fait l'eau puisse s'infiltrer le plus rapidement possible à la parcelle dans le sol. Et parce qu'en fait, on pense que ça a des externalités positives à plein de niveaux, que ce soit au niveau de l'adaptation au changement climatique ou de la lutte contre les inondations. Donc ça, ce sont des images qu'on présente souvent pour expliquer la différence entre une ville imperméable et une ville perméable. Au final, ça change pas énormément de choses dans l'aménagement, mais par contre, au niveau de la résilience, de façon générale, ça peut beaucoup changer de choses. Et donc, voilà, comme je vous disais, on n'est pas obligé les gens souvent s'imaginent la ville va devenir une jungle, qu'il va y avoir beaucoup de végétalisation, etc. Ça, c'est vraiment, en fait, on n'est pas obligé de faire un gros package tout de suite. On peut y aller progressivement, notamment en végétalisant les parkings, en déconnectant les gouttières pour que l'eau puisse aller s'infiltrer directement dans le sol, par des noues végétalisés. Si vous n'êtes pas familier de ce concept de noues, c'est des espaces verts creux en fait où l'eau va se déverser et s'infiltrer progressivement. Il y a les jardins de pluie aussi que vous connaissez peut-être, qui sont en fait vraiment des espaces, des massifs végétaux dans lesquels l'eau va pouvoir s'infiltrer et voilà, on va en profiter pour faire pousser de la végétation. Il y a plein de techniques différentes qui existent et on peut y aller progressivement, en tout cas chez soi ou dans les villes et dans les espaces publics. Aujourd'hui, à Redagio, on est soutenu par 12 collectivités avec une 13e qui est en train d'arriver dans un triangle qui fait Brest, Le Mans, La Rochelle. On cherche à s'étendre un petit peu à l'est et au sud. On est évidemment en lien avec énormément d'autres collectivités sur cet espace-là. Et aujourd'hui, le réseau est soutenu par l'Institut Agro de Rennes-Angers. Donc moi qui vous parle, je suis basée aujourd'hui à Rennes. Donc nous, on organise différents types d'actions, des webinaires comme celui de ce matin. On a des webcafés mensuels qui sont ouverts aux collectivités, aux agents des collectivités, et des journées techniques, c'est-à-dire des moments où on va se retrouver entre techniciens, agents de collectivité ou issus d'entreprises de l'aménagement pour pouvoir échanger sur les pratiques. Et donc très concrètement, voilà comment ça se manifeste. Donc ça, ce sont des exemples de webinaires qui ont eu lieu cette année. Donc, concilier la gestion intégrée aux pluviales et la route, ça permet tout simplement de pouvoir discuter de comment est-ce on gère les voiries, comment est-ce qu'on les aménage, puisqu'on a des doctrines professionnelles qui sont très différentes, qui vont devoir se confronter et trouver des accommodements les unes par rapport aux autres. Tout ça, vous trouverez les accès sur le site internet de Redagio, hein. Ça, c'est le réseau du bâtiment durable de Bretagne qui nous avait invités à parler des enjeux de gestion des eaux pluviales. Donc, on a fait une petite mise en contexte avec des exemples de bonnes pratiques. Donc, c'est un webinaire qui est assez court et assez facile d'accès.
L'eau dans les cours d'école, c'est le webinaire de ce matin. Et la prise de compétences GEPU, c'est gestion des eaux pluviales dans une communauté d'agglomération. C'est vraiment pour expliquer comment c'est possible de déployer une politique de gestion des eaux pluviales avec des pratiques vertueuses dans une communauté d'agglomération, puisque c'est une compétence que les communautés d'agglomération devaient prendre, sauf erreur de ma part, c'était au début 2020, et qui parfois a été redéléguée aux communes. Ça se passe de façon très très différente selon les collectivités sur les enjeux de gestion du patrimoine, les enjeux financiers, etc. Donc, ce webinaire-là, si vous êtes dans une collectivité, commune ou communauté d'agglomération, ou même communauté de communes, et que vous souhaitez voilà, que le sujet vous travaille, n'hésitez pas à me demander le replay de ce webinaire, puisque voilà, c'était hyper intéressant. On avait La Rochelle et Lannion qui ont pu partager leurs pratiques là-dessus. Et enfin, une journée technique a eu lieu au mois d'avril, donc c'était à Vannes sur la solarisation des parkings. Vous voyez peut-être de quoi il s'agit. Donc, les ombrières photovoltaïques sur les parkings au-delà d'une certaine taille, ça devient obligatoire. Mais comment on fait pour gérer les eaux pluviales dans ce contexte-là? Donc, on a pu en échanger avec des professionnels. Et cette vidéo, vous la trouverez sur le site internet de Redagio, le procès du ruissellement. C'est-à-dire, c'était vraiment la confrontation de deux points de vue, un sur le tout tuyau et un sur la gestion intégrée à la parcelle à tout crin, qui ont pu échanger, partager leurs arguments. C'est une vidéo qui est très pédagogique, c'était un spectacle qui durait 30 minutes, donc c'est pas très long, c'est extrêmement drôle et ça permet vraiment de confronter les arguments. Donc c'est un support pédagogique que vous pouvez envoyer à vos partenaires, vos équipes, votre hiérarchie, si vous avez besoin de les convaincre, etc., etc. Moi, je sais que c'est une vidéo qui circule et c'est très bien. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Là, va y avoir la pause estivale, mais on a plein de projets pour la rentrée. Donc, vous aurez toutes les informations sur la newsletter et sur le site internet. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Nos événements, de façon générale, sont, sauf exception, ouverts à tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Et donc, j'en arrive au sujet du jour. Donc, comme je l'ai expliqué un petit peu en introduction, aujourd'hui, on a de plus en plus de projets de désimperméabilisation des cours d'école. C'est de façon générale des pratiques vertueuses. Ça peut contribuer à créer des îlots de fraîcheur qui sont particulièrement nécessaires dans certaines communes. On peut avoir aussi des avantages par rapport au retour de la biodiversité, toutes les animations pédagogiques qu'il peut y avoir par rapport à ça. On entend aussi beaucoup parler des enjeux d'égalité filles-garçons et de la restructuration de l'espace. Où voilà, avant on avait des cours d'école voilà, avec des immenses terrains de foot et puis donc des ballons qui traçaient à je ne sais combien de kilomètres heure à travers la cour et puis les filles qui se retrouvaient dans un petit coin pour jouer au saut à l'élastique. Là, l'idée c'est au contraire plutôt de repenser des aménagements pour qu'on n'ait plus comme ça de la monopolisation de l'espace pour certains types d'activités. Et donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va vraiment être parler des enjeux liés à l'eau de façon générale, que ce soit pour alimenter la végétalisation, mais aussi par rapport aux représentations et à la façon dont on va échanger avec l'ensemble de la communauté éducative, donc les élèves, les enseignants, les parents, etc., etc. Et sachant que il y a aussi des techniques à avoir en tête. Voilà, on est aussi dans des contextes où l'eau est gérée d'une certaine façon à chaque fois, par ailleurs, sur cette école, etc. Voilà, je vais m'arrêter de parler maintenant et je vais laisser la parole, donc d'abord pour commencer, à l'ONG Bleu Versant qui est basée à La Rochelle, qui a un projet pédagogique qui s'appelle Sous le bitume, l'océan. Et ensuite, ce sera au tour donc, du CPIE Mayenne-Bamène, qui aussi accompagne les collectivités pour une définition partagée de l'aménagement d'une cour végétalisée. Donc, si ça vous convient, et à moins qu'il y ait d'ores et déjà des questions. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais après chaque intervention, vous, les participants, vous pourrez poser des questions. N'hésitez pas à utiliser le clavardage pour ça. Si vraiment vous n'y arrivez pas, on pourra peut-être prendre des questions à l'oral. Il y aura 10 minutes après Bleu Versant, 10 minutes après CPIE Mayenne-Bamène. On est ensemble, a priori, jusqu'à midi. Donc, on aura aussi un temps de questions à la fin où on pourra échanger de façon plus générale sur les enjeux plus généraux liés à l'aménagement des cours d'école et à l'eau, la présence de l'eau dans ces projets. Voilà, je laisse la parole à Barthélemy Schlumberger, qui est le directeur de l'ONG Bleu Versant. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, Barthélemy Schlumberger, directeur de l'ONG Bleu Versant. Notre ONG a été créée il y a 10 ans maintenant. On est basé à La Rochelle.
L'objet de notre association, c'est d'accompagner les territoires et les collectivités pour s'adapter au changement climatique avec le prisme de l'eau, à la fois sur les quantités et les qualités. Alors, c'est vrai qu'au début, on a beaucoup plus travaillé à l'étranger que sur le territoire national et depuis à peu près 5 ans, on s'est recentré sur le territoire national et en particulier à la région Grand Ouest avec plusieurs programmes. Alors, je vais partager l'écran. Tac. On a, pour faire très vite et contextualiser et zoomer ensuite sur le programme Sous le bitume, on travaille sur un dispositif qui s'appelle les arbres bleus par rapport aux inondations et submersions, avec un dispositif de laisse de crue et de projection, avec de la chaux arboricole avec des pigments naturels. On a un dispositif qui est en cours de construction qui s'appelle Jardin Océan. Enfin, maintenant, ça va s'appeler les ateliers de l'eau, qui va être un espace showroom justement sur la GIEP et un peu plus largement aussi sur la gestion des territoires éponges, donc pas que la ville, mais finalement tout un bassin versant. Donc là, c'est en cours de travaux et ça va durer 5 ans sur La Rochelle avec pas mal d'ateliers à disposition. L'eau de La Rochelle, c'est un programme de sensibilisation sur les enjeux de protection des zones de captage. Promenade versante, un programme pédagogique pour comprendre ce que c'est un petit bassin versant urbain. Et aujourd'hui, on développe ça à des échelles plus grandes avec ce qu'on appelle les expéditions renversantes. On en a une qui est en cours en ce moment sur le bassin versant de Marennes-Oléron, où on remonte le bassin versant avec une dizaine d'étapes, des bivouacs avec des ateliers participatifs et des échanges. Le regard croisé, c'est tout notre programme à l'international. On fait beaucoup d'échanges entre des collectivités françaises et leurs villes jumelées ou en coopération décentralisée pour cadrer un petit peu les échanges sur la thématique de l'eau et de l'aménagement. Et puis la Biennale de Land Art, vous allez voir, on a un volet culturel qui est relativement développé et qui s'insère quasiment dans tous nos programmes. Donc là, on va surtout parler du programme Sous le bitume, l'océan, à présent. Donc, programme qui a été lauréat d'un appel à initiative lancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne il y a quelques années. Et l'objectif est de déconnecter, désimperméabiliser pour réduire les transferts de pollution dans le milieu océanique ou dans le milieu de rivière. Donc, plutôt que de parler longuement, je vous propose une petite vidéo qui va durer 4 minutes et je pourrais vous présenter plus en détail le dispositif et la méthodologie que l'on utilise. Alors, est-ce que ça fonctionne? Tout ce que je veux changer, c'est qu'il y ait de l'herbe autour des arbres. Parce que, parce qu'il n'y a pas d'herbe autour des arbres, c'est que des cailloux et c'est de la terre toute sèche. Bitume l'océan. C'est un programme d'action qui vise à désimperméabiliser les sols en milieu urbain. Le but, c'est de laisser l'eau de pluie infiltrer les sols et de recharger les nappes phréatiques tout en permettant de lutter contre les îlots de chaleur. Nous sommes ici à l'école François Villon et à Chagnolet, à Dompierre-sur-Mer. Et nous avions le projet de refaire la cour d'école, d'y installer un restaurant scolaire qu'il manquait dans cette école. Et la volonté, ça a été de reconnecter les enfants avec la nature, avec la verdure et avec l'élément essentiel de la nature et de la verdure qui est l'eau. Nous sommes très heureux d'être parmi vous parce que l'Académie de Poitiers vous soutient pleinement dans cette magnifique action. Notre idée avec Sous le bitume l'océan, c'est d'impliquer les usagers d'un site dans la renaturation et la désimperméabilisation, en les sensibilisant à tous les enjeux de l'eau sur un bassin versant, en leur expliquant comment est-ce qu'on peut désimperméabiliser. Une réelle semaine d'animation où enfin on montre aux enfants l'importance de l'eau sur leur territoire, parce qu'on a beau leur dire, on a beau leur expliquer, et quand c'est du concret, eh ben, c'est beaucoup plus pratique pour eux de se rendre compte de la réalité du problème de l'eau actuellement dans leur vie de tous les jours.
Le géant bleu sort tout juste de terre parce qu'on a trop de pétrole dans notre cour. Bien, l'intérêt de réaliser tels ateliers, c'est qu'on inclut dans tout le process créatif, en fait, les propres usagers. On dessine avec eux les suggestions qu'ils font pour les espaces qui les intéressent. Ce que j'ai apprécié donc, pendant l'atelier, c'est tout ce qui est travail collaboratif. On n'a pas été limité sur nos idées. On essaye de redonner à la terre l'eau qui aujourd'hui est drainée par les sols. Absolument que tout ce qui tombe du haut descend en bas naturellement. J'ai trouvé très intéressant le petit graphique qui explique par type de sol la capacité à laisser transparaître l'eau, le type de biodiversité que ça peut amener, et ainsi de suite. Nous avons fait appel à l'ONG Bleu Versant, déjà parce que ce sont des professionnels de cette question de désimperméabilisation. Ils ont une dimension qu'on n'a absolument pas de notre côté, c'est le travail psychologique, le travail d'accompagnement et le travail pédagogique avec les enfants, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, mais aussi avec les agents municipaux. Le premier moment, ça a été le moment de la plantation, où les élèves ont planté environ 130 plantes qui demandent peu d'entretien et 3 arbres qui feront de l'ombre. Chaque classe, enseignant et surveillant est venu apporter ses idées et le médiateur a dessiné les envies de tous. On peut observer l'eau couler dans notre cours, mais aussi sur le vivant. Alors le vivant végétal avec le potager, l'observation de la croissance des végétaux, les insectes, les animaux qu'on a pu observer revenir dans la cour. Parce que c'est l'actualité, de parler de l'environnement, et puis c'est l'avenir de notre site. Donc c'est aussi le moyen de pouvoir choisir le lieu dans lequel on va travailler. Le fruit de cette expérience que j'en retiens depuis 2 ans, que la cour est complètement désimperméabilisée, c'est déjà un mot qui a été cité par une des enfants qui a participé à cette désimperméabilisation. Elle nous a dit « on est plus heureux ». On a déjà accompagné une douzaine d'écoles, un collège, l'entreprise Alstom à Étré sur ce programme en Charente-Maritime, mais aussi en Bretagne. On espère continuer et multiplier ces interventions pour que davantage d'espaces urbains retrouvent le fil de l'eau. Mais il y aurait des petites cabanes, moi, dans mon dessin, plein d'arbres. Donc voilà pour le petit film qui retrace un peu les actions dans les cours d'école, à la fois primaire, collège. On voit aussi un extrait d'une action qu'on a faite dans l'entreprise Alstom. C'était un petit peu un défi, c'est-à-dire de regarder comment on peut faire sur un site industriel avec des grosses contraintes de pollution de sol, où est-ce qu'on pouvait travailler et désimperméabiliser et renaturer avec les salariés. Il y a 1500 salariés sur le site, donc c'était un beau de challenge sur 27 hectares. Alors là, on va se recentrer plus sur les cours d'école pour montrer un petit peu un peu notre façon de faire et pourquoi on en est arrivé à faire de cette façon. Alors, le partage. Tac. Donc, le programme Sous le bitume, l'océan, alors ça vient il y a un petit clin d'œil avec un slogan historique il y a quelques dizaines d'années à présent. C'est de montrer le lien entre une cour d'école et puis finalement une gestion de l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Le gros défi, c'est de pouvoir montrer que chaque mètre carré qui est désimperméabilisé permet de s'inscrire dans une action à l'échelle d'un bassin versant. Et donc, effectivement, on commence toujours nos actions pédagogiques par une montée en compétences, montée en connaissance de l'échelle du bassin versant, pour qu'ensuite on puisse montrer que les actions qui se font à l'échelle de l'école ont un rôle sur l'ensemble du bassin versant. Donc, les grands enjeux, c'est comprendre, agir, partager, faciliter. On est une association qui ne fait pas que de la sensibilisation d'une part ou de la pédagogie. On ne fait pas que de la culture, on ne fait pas que de l'accompagnement technique. On fait un petit peu, c'est un peu une alchimie entre toutes ces actions
parce qu'on s'est rendu compte simplement que il fallait d'abord créer une expérience collective, que chacun puisse rentrer avec son niveau de connaissance entre les techniciens, les enfants, les élus, gestionnaires, les parents d'élèves, les élèves, et que l'objectif, c'était d'emmener tout le monde finalement dans un récit commun, de comprendre l'enjeu de l'échelle du bassin versant, de montrer qu'on est tous dans le même bain. Donc, on a des petits dispositifs pour arriver à donner des images plus simples à comprendre pour savoir ce que c'est un bassin versant et montrer que toutes les actions qui vont venir dans un programme de désimperméabilisation d'une école vont s'inscrire à une échelle de bassin versant dans un contexte de changement climatique. Là, ça montre un petit peu les différentes écoles, hein. Donc aujourd'hui, on est maintenant à près d'une vingtaine, à la fois sur la Bretagne et sur la Charente-Maritime. Donc ça commence à faire quelques centaines de milliers de mètres carrés. On voit à peu près tous les niveaux. Donc même si lorsqu'on vient dans un groupe scolaire, on peut intégrer plutôt en format visite les maternelles. Effectivement, le dispositif, c'est davantage ciblé sur cycle 3, CE2, CM1, CM2. Mais on peut prendre également CP, CE1 et ça va jusqu'au collège. Le type d'intervention, donc on a un support qui est commun, un mode d'intervention qui est commun et on adapte en fonction des niveaux. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque l'on fait une intervention, ce n'est pas une classe parmi les différentes classes d'un établissement. On a choisi le format un peu comme une compagnie de théâtre, une résidence, c'est-à-dire que une grosse partie de l'équipe de l'ONG vient pendant une semaine avec sa tente, son géant. On va vous expliquer un peu ce que c'est. Et c'est l'ensemble du groupe scolaire qui va passer. Donc, on travaille pour que toutes les classes passent 2 fois dans le dispositif, que les enseignants viennent, les parents d'élèves également. L'objectif, c'est que l'ensemble des parties prenantes s'impliquent et une expérience collective de ce dispositif. Très rapidement, on a à peu près 4 phases. Une phase amont, c'est plutôt une vérification technique. Donc, on va avec les agents voir ce qu'ils ont comme données, parce que souvent, il y a des écoles qui sont anciennes et il n'y a pas de plan de réseau. Il faut essayer de retrouver tout ça. C'est pour préparer l'intervention, puisque dans l'intervention, dans la semaine d'intervention, on va faire un petit jardin de pluie test. Et dans cette phase d'amont, il y a aussi tout le travail pédagogique, c'est-à-dire qu'on rencontre l'ensemble des enseignants pour expliquer le contenu pédagogique et quel est, avec leur programme, le dispositif. La semaine d'animation, on va y revenir plus en détail. C'est une semaine sur place pour l'ensemble, accessible à l'ensemble des écoles et du groupe scolaire. Et ensuite, plusieurs mois plus tard, une fois qu'on a toute cette matière de co-création, on revient avec un document de synthèse qu'on appelle pré-technique. Donc, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre, mais on va intégrer beaucoup de contraintes techniques qui peuvent être un gap ou un facteur limitant entre la conception pédagogique et la mise en œuvre opérationnelle qui peut lever des loups techniques et qui peuvent mettre à mal la faisabilité du projet. Donc, on va jusqu'à préparer, déminer l'ensemble des contraintes ou des freins qui pourraient empêcher une collectivité de se lancer complètement là-dedans. Et puis ensuite, l'ONG, nous, s'arrête. C'est un maître d'œuvre qui prend le relais que la collectivité choisit. Nous, on a un tuilage, un accompagnement pour assurer un peu la continuité entre ce qui a été dit initialement et la mise en œuvre. Et puis, on revient en règle générale à l'inauguration et on suit un petit peu les écoles. Là, c'est un petit peu le déroulé plus précis de la phase amont, hein, avec l'identification du site, les réseaux, le prédimensionnement, les démarches aussi d'accompagnement de demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau, ce qui est des critères spécifiques et qui évoluent dans le temps. Et là, on est sur la semaine type de l'école. Donc, on est en résidence. Généralement, l'équipe arrive le dimanche après-midi, installe le barnum. On est complètement autonome. C'est pour éviter de trouver des lieux,
On est aussi autonome d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants n'ont pas de sur-préparation à faire. C'est un peu clé en main, entre guillemets, pour que ce ne soit pas un frein pour les enseignants. Donc on arrive, on installe la tête du géant bleu, le géant bleu qui va être un peu l'icône des enjeux de l'eau, c'est-à-dire entre ce qu'il voit dans l'école et un bassin versant. Il faut arriver à donner du contenu imaginaire pour se représenter un bassin versant. Et c'est la tête qui va sortir du bitume le premier jour. Le deuxième jour, ça va être le buste. Donc nos animateurs, le soir, quand les enfants sont partis, mettent le buste. Le troisième jour, c'est le micro-jardin. Donc, on est à peu près à 25 mètres carrés, où dans l'action, donc en même temps que la pédagogie, on fait tout de suite des travaux, des petits travaux, pour déconnecter tout de suite une gouttière, montrer un jardin de pluie, montrer son efficacité. Donc, effectivement, en amont, c'est travailler techniquement. Et l'objectif est multiple, c'est créer tout de suite, de montrer qu'on peut passer en travaux, on peut passer à l'action. Et puis aussi, quand on désimperméabilise et qu'on plante, notamment dans une cour d'école, il y a la question de la gestion qui est cruciale. Et pour éviter l'écueil de une collectivité ne peut pas entretenir une cour végétalisée qui plaît à tout le monde, on fait un très très gros travail d'accompagnement sur les modalités de gestion de ce vivant qui va être créé et impliquer complètement l'école dans le temps scolaire avec l'éducation nationale et les agents techniques pour bien répartir le qui fait quoi dans le temps en termes d'entretien. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est que si 3-4 mois après, une école a déjà pas du tout géré ce petit jardin de 25 mètres carrés, ça va être compliqué de partir sur une cour complètement végétalisée qui va demander beaucoup plus d'entretien. Au contraire, une école qui fonctionne très bien sur ces petits 25 mètres carrés, qui a bien mis en place ses modes de gestion avec ses équipes enseignantes, ses élèves et les parents d'élèves et les agents techniques, on sait qu'on va pouvoir pouvoir être plus ambitieux. Et le jeudi et le vendredi, on a 2 ateliers. Un atelier maquette où on est à l'échelle, on a une grande maquette et un tableau Velleda et on a un animateur qui spatialise tout de suite ce que souhaitent les enfants, à la fois dans les usages de jeu, des lieux, puisqu'ils ont une connaissance meilleure que nous des espaces et leur dimension pédagogique et psychologique. Et on voit ensuite que chaque classe et chaque âge a un peu son usage spécifique. On travaille avec les enseignants, les ETSEM, le personnel technique et administratif pour que tous les éléments d'usage soient pris en compte. Et le dernier jour, on a un vernissage où on invite tous les parents d'élèves. Et là, c'est un moment où les enfants sont très, très contents de montrer l'exposition à leurs parents sur ce qu'ils ont fait dans la semaine. Parce qu'effectivement, ils vont parler beaucoup de ce géant bleu durant une semaine. Donc là, on voit un petit peu les images. Notre géant bleu, là, qui est déjà sur le mercredi après-midi, après avoir fait les plantations. Là, c'est plutôt le lundi matin où il y a juste la tête qui sort du bitume. Donc, il est insonorisé, c'est qu'il respire avec des sons de dauphins, de baleines. Et pourtant, il ne bouge pas, mais les petits se demandent quand même s'il n'a pas tourné la tête à un moment donné dans la journée. Ça, c'est les vernissages, où là, on a beaucoup, beaucoup de monde, généralement, qui vient. Et c'est un bon moyen aussi pour que une collectivité qui, en général, prend la parole à ce moment-là, puisse décrire un peu une envie, une stratégie de changement de pratique. Là, régulièrement, on met des petits éléments de récupérateur d'eau, parce que pour une association, c'est plus facile d'installer dans le cadre du dispositif, c'est financé, que souvent d'aller chercher des sous à droite à gauche. Donc là, on l'installe dès le début. Là, c'est la période de travaux et la période de plantation. La plantation, elle est importante parce que quand les enfants sont eux-mêmes acteurs, il y a un rapport à l'aménagement qui n'est pas du tout le même. C'est pas des aménagements ont été faits par la collectivité et puis finalement, nous, ça fait partie du décor. Là, c'est leur aménagement, c'est leur plan. Ils peuvent même aller jusqu'à mettre leur nom. C'est eux qui, avec une charte d'engagement, qui vont suivre ces végétaux. Ils connaissent l'intérêt de ces jardins d'infiltration et c'est beaucoup plus pérenne dans le temps.
Là, c'est la phase de restitution quand on vient 2 mois après. Là, c'est d'abord les collectivités, les techniciens pour s'assurer que la synthèse du projet correspond avec le budget, avec les contraintes techniques. Une fois que ça c'est validé, on le présente aux enseignants, aux élèves, aux parents d'élèves, pour qu'on puisse concrètement envisager la suite. Donc ça prend des formes comme ça. On utilise beaucoup de 3D, notamment pour parler des phénomènes d'îlots de chaleur. Donc les héliodons, c'est-à-dire on regarde l'ensoleillement avec l'ombre des arbres qui peuvent être plantés. Quel type d'arbre peut être planté, la croissance, le développement, voilà, on accompagne ça. On crée des visuels 3D pour vraiment s'immerger dans le projet. Parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément les compétences techniques pour se représenter, par exemple, ce que c'est dans l'espace un plan de désimperméabilisation. Donc, on a pas mal d'images de référence et de vues en 3D pour comprendre le cheminement de l'eau. Ce qu'a été dit au début dans la présentation par Rosalie, c'est la place de l'eau. Nous, la place de l'eau, dans notre démarche, c'est ce qui prévaut, c'est-à-dire c'est la cible première, parce que ça va totalement orienter la stratégie d'aménagement. Ensuite viennent les usages qui vont vraiment déterminer les sols, les besoins, les accès, etc. Et ensuite, toute la dimension végétale en fonction des besoins d'ombrage, de fraîcheur, de compatibilité avec l'hygrométrie, l'inondabilité de telle ou telle zone. Et c'est ça qui va faire, entre guillemets, projet. Mais c'est vraiment la gestion de l'eau qui est le point de départ avec toute la notion de bassin versant. Il me reste à peu près 7 minutes, je crois. Donc, d'autres images, on pourrait aller un petit peu plus loin, prendre un dossier et montrer tout ce qui se fait pendant ces 7 jours. Mais je pense qu'on va être un peu juste en temps. Ce qui est important dans cette phase si je vais le montrer rapidement quand même, j'ai le temps. Hop. On a un peu de temps et au pire, on aura des questions après. Donc, Ouais, t'inquiète ouais. pas. Hop. Alors. Donc là, je vais vous montrer un dossier un dossier de restitution type. Donc c'est un dossier qu'on vient présenter une fois qu'on a fait la semaine d'animation, qu'on a pris tous les éléments de chaque projet, qu'on a fait une synthèse, qu'on a échangé avec les services techniques pour regarder un petit peu les contraintes et qu'on restitue. Donc là, c'est l'exemple, c'est le groupe scolaire de Rive-Doublage sur l'île de Ré, qui est aujourd'hui en cours de chantier. C'est un maître d'œuvre qui a pris la suite et qui est en train de réaliser le chantier exactement sur les intentions de projet initiales. Donc, vous voyez, le sommaire, c'est on présente l'école avec ses spécificités, on retrace ce qui s'est passé le lundi, mardi, le mercredi, le jeudi, dans le cadre de la semaine d'intervention. On va montrer tous les projets faits par chaque classe, on photographie chaque projet, et ensuite on montre le plan de synthèse, le projet, le chiffrage, et ce dossier-là va permettre de constituer un dossier de demande de subvention pour la phase travaux, auprès de l'agence de l'eau notamment. Donc, on décrit la cour d'école, on explique de quelle situation on part, quel est l'état des lieux et quels sont les dysfonctionnements. Parce qu'effectivement, même si l'entrée eau n'est pas la première, ça va être les dysfonctionnements sur il fait trop chaud, les problématiques de dissociation, de partage d'espace entre les garçons et les filles, qui vont. Donc, on prend tous ces éléments-là. On fait un petit plan de repérage initial. Et ensuite, là, on restitue les différents ateliers. Donc, le lundi, mardi, on voit chaque classe de l'ensemble du groupe scolaire. Il passe 45 minutes à l'intérieur de notre barnum. On décrit à la fois ce que c'est un bassin versant jusqu'à aujourd'hui, quels sont les enjeux au niveau de leur territoire. On a des cartographies spécifiques pour qu'ils reconnaissent dans quel bassin versant ils sont. Pour les petits, on a des jeux de balles pour comprendre dans la cour quelle est la microtopographie
Et parfois, on ouvre les plaques pour voir où ça va derrière. Donc, ils arrivent le premier jour, c'est un peu la compréhension des enjeux. Donc là, on voit le jeu de balle pour ça doit être des maternelles, pour les tout petits. Le mercredi, c'est les travaux. On profite que les enfants ne soient pas là pour faire les travaux. Donc, c'est aussi une reconnaissance de sol et des tests de perméabilité. Et puis, le jeudi, vendredi, atelier maquette d'un côté, atelier plantation. Sur les ateliers maquettes, on a notre animateur qui écrit. Donc, on fait une base de maquette à échelle réelle. En blanc, c'est les arbres existants et qui sont aimantés. Et on va ensuite travailler en code couleur. Le rouge, ça va être tout ce qui est usage, jeu. Le bleu, tout ce qui est ruissellement, gestion de l'eau, descente de gouttière, où ça va, où est-ce que ça s'infiltre et comment on peut l'intégrer dans l'aménagement. Et tout ce qui est vert, ça va être tout ce qui va être végétalisé, que ce soit au sol ou strate arborée. Là, on avait chaque projet donc de chaque classe est photographié avec le nom et on a des petites icônes sur la performance entre guillemets à la fois sur l'infiltration de l'eau, sur la réduction du phénomène d'îlot de chaleur, sur les bénéfices en termes de biodive et puis là on fait ça plutôt pour on va dire les grands, la captation d'absorption de CO2. Donc, vous voyez que chaque cours, il y a un petit cahier des charges qui est écrit en synthèse des projets de chaque classe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'une cour d'école, ce qui est compliqué, c'est qu'un enfant de CM2 n'a pas le même représentation et usage d'une cour d'école et qu'un enseignant n'a pas la même chose. Et donc, on est sur des espaces avec des motricités qui sont différentes, des psychologies qui sont différentes. Et donc, il faut arriver à associer un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une matière pour nous qui est assez phénoménale et très, très importante avant de faire les restitutions. Donc, je les passe vraiment en détail, mais on fait également ce travail-là avec les enseignants et les parents d'élèves. Là, c'est au vernissage, où chacun peut rentrer un petit peu dans la conception du projet. Ensuite, ça, c'est la restitution au bout de 2 mois. Donc, on fait une proposition pré-technique. C'est important le pré-technique parce que souvent, ce qu'on s'est rendu compte, donc dans l'équipe de l'ONG, il y a des maîtres d'œuvre, des enseignants, des artistes, des pédagogues, des scientifiques. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a souvent un gap, un arrêt dans la dynamique entre le moment où on fait des démarches pédagogiques et le moment où ça part en maîtrise d'œuvre, en travaux. Et c'est souvent là où il y a une rupture et les projets ne se font pas ou ne se font pas comme ils étaient initialement prévus. Et la spécificité de ce dispositif, c'est qu'on fait vraiment une jointure entre la dimension pédagogique, concertation, co-construction, implication des publics et la partie opérationnelle, technique et financière pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le dispositif et qu'il n'y ait pas de perte en ligne aussi entre ce qui a été conçu par les usagers soit réalisé in fine. Et ça, c'est vraiment un peu de l'orfèvrerie pour arriver à ne pas avoir de perte en ligne. Donc ça, c'est la partie restitution. Évidemment, le gros travail, c'est entre toiture, espace minéral, qu'est-ce qui va être déconnecté, quelle est la perméabilité du sol. On fait une petite préétude hydraulique pour arriver à savoir dimensionner la capacité de l'aménagement, parce que tout de suite, ça va avoir un enjeu sur l'aménagement, sur le coût de l'aménagement. Et donc, il faut arriver à arbitrer très, très vite sur si on a un sol extrêmement argileux, par exemple, on ne va pas être très performant en termes, mais on va avoir d'autres dispositifs va falloir aller chercher. Au contraire, on a un sol extrêmement perméable. On va pouvoir déconnecter à la fois la cour de l'école, l'ensemble des toitures. Hop, j'ai mis mon réveil. Là, c'est les intentions d'aménagement et ensuite, on explique en 3 dimensions les masques solaires, où est-ce que l'eau s'infiltre, quelle est la palette végétale qui est adaptée par rapport à ça. Et tout ça est décrit
à partir des plans définis par les enfants sur leurs usages, leur motricité, leur psychologie. Voilà, ça revient un petit peu, on voit ces images-là, et c'est assez... alors, c'est pas très technique, c'est pas de la maîtrise d'œuvre, mais c'est suffisamment technique pour arriver à, à décrire les grandes contraintes techniques et à définir plus qu'à des ratios, déjà des hypothèses de financement assez fines pour que les collectivités puissent arbitrer, planifier leur aménagement et flécher les subventions qui sont au bout. Voilà pour notre présentation. Merci beaucoup Barthélémy. Est-ce que, il y a des questions puisque c'était donc là on peut voir que vous avez un projet pratiquement voilà il y a une semaine d'activité intense mais j'imagine qu'il faut anticiper et puis après voilà comme tu disais vous faites pas de maîtrise d'œuvre. Moi j'ai quand même une première petite question c'est aujourd'hui est-ce qu'il y a des écoles qui sont déjà sorties de terre dans le cadre de ce projet-là? Oui, il y en a une réalisée complètement. On le voit d'ailleurs dans la petite vidéo, c'est Dompierre-sur-Mer. Mais ils étaient déjà prêts. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait où ils avaient déjà les entreprises, ils voulaient faire la cour de l'école. Et ils ont complètement changé de braquet et de stratégie d'aménagement en cours de route grâce à cette approche-là. Mais ils avaient budgété, ils avaient provisionné, voilà, ils étaient vraiment prêts. Aujourd'hui, il y a deux écoles qui sont en travaux, donc qui vont être livrées pour la rentrée de septembre. Rivedoux, qu'on vous a montré, et l'école de Puy-le-Bourreau. Et après, il y a des écoles qui démarrent, mais en phasant. Donc, ils vont d'abord faire des plantations et infiltrer l'eau pluviale sur quelques parties de bâtiments et de cours, parce que financièrement, ils ne peuvent pas se permettre d'aller d'un seul tenant vers des aménagements complets, notamment en Bretagne, où j'ai oublié le nom de la collectivité, mais qui démarre en phasage. Et l'entreprise Alstom aussi a commencé à désimperméabiliser son parking et les abords de bâtiments. Donc, ce sont des choses qui prennent quand même du temps. Je vois qu'il y a une question du coup de l'Armor-Plage. En plus, il me semble que c'est pas loin de l'Armor-Plage dans le Morbihan que vous bossez avec certaines écoles qui Belz, demandent, voilà. ouais, Belz. Quel est le coût de votre accompagnement? Alors nous, on a travaillé pour essayer d'avoir un forfait similaire à chaque fois, où on intègre dedans tout ce que vous avez vu et intégré, c'est-à-dire le temps, les déplacements et le temps de préparation, euh, l'intervention d'une semaine avec les équipes, donc c'est 3 personnes, le temps de restitution, enfin de montage du projet, de restitution et d'accompagnement pour le montage des demandes de subventions et puis trouver un maître d'œuvre et les accompagner. Donc là, on est autour de 20 000 euros sur ce dispositif-là qui est subventionné à 50% par l'agence de l'eau. Et là, il y avait une tranche à 70%, mais qui est finie à présent pour l'année 2024. Et l'année prochaine, normalement, ça devrait continuer, mais l'agence de l'eau rentre dans un nouveau programme. Et donc, on ne connaît pas encore exactement les modalités de prise en charge. Tout à fait. On en est un peu tous là dans les réseaux. Et une autre question de la région Bretagne. Par qui est validé le projet définitif? Place de l'école dans ce choix final. Ah, ah. C'est Alors, c'est d'abord la collectivité, puisqu'elle est maître d'ouvrage. C'est la collectivité qui reste maître d'ouvrage hein, sur ce dispositif-là. Donc, c'est elle qui, au final, fait le choix définitif. Et après, c'est nous, on n'impose rien, on propose. Mais pour nous, c'est essentiel de revenir et de faire valider par l'équipe pédagogique, par les parents d'élèves, le projet. Et après, c'est un peu à géométrie variable. Il y a des collectivités où c'est les enseignants, les représentants d'élèves qui viennent en mairie lors de la présentation. Il y a un arbitrage et un choix. Parfois, c'est en plénière avec au milieu de la cour, on fait une restitution.
il y a les élèves qui sont invités, qui donnent leur avis, voilà, c'est un petit peu à la façon de gérer de la collectivité et de l'école. J'ai encore deux questions. Comment arriver à faire une seule synthèse satisfaisante de toutes les propositions, besoins, contraintes émises par chaque classe? Ça paraît compliqué de tout prendre en compte, même si on imagine que ça dépend de la taille de l'école quand même. Eh ben, c'est très, très compliqué. Il y a pas, parce qu'on pourrait, pourrait y avoir 1000 projets différents. Par contre, nos retours d'expérience, que ce soit techniques, pédagogiques, nous permettent d'avoir quand même des grands tamis, des grands faisceaux, où on sait qu'il y a, euh, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Voilà. On est plutôt dans la synthèse à enlever des pièges, qu'ils soient techniques, financiers, pédagogiques, pour essayer de déminer et arriver à un pré-projet qui va être de toute façon ensuite repris par le maître d'œuvre et affiné. Et voilà. Donc il y a encore d'autres étapes techniques derrière. Mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est d'être un accélérateur entre la prise de conscience et la mise en œuvre. Ensuite, question suivante, est-ce qu'il y a une surface minimale de la cour d'école pour que vous puissiez intervenir? Et autre question, c'est la même personne qui pose la question. Vous intervenez uniquement dans les écoles publiques ou aussi privées et ou associatives? On intervient sur tout type, hein. Là, on a fait une école en Vendée qui était privée. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de problème là-dessus. Ensuite, la taille, après, ça va être le budget. C'est-à-dire qu'effectivement, pour une petite collectivité, c'est un budget qui peut être conséquent, même si, il y a 50% de subvention. Donc, effectivement, mais la plupart des cours, c'est entre 1500, enfin, 1500 mètres carrés à 2500, 3000 mètres carrés. Voilà. C'est Mais après, petit ne veut pas dire simple, parce qu'on peut avoir des cours très petites avec beaucoup d'élèves, et du coup, il y a d'autres contraintes qui émergent, quoi, notamment en termes de matériaux, d'usage, de... Voilà. J'ai encore une question que j'ai reçue en message direct. Au niveau de l'entretien, comment est-ce que vous gérez les départs des enfants qui ont participé à l'opération avec les nouveaux arrivants? Sont-ils autant concernés? Bah oui, les enfants CM2 qui ont participé, ils verront peut-être pas à la rentrée le résultat. Alors, c'est la frustration des CM2, par exemple, qui partent et qui vont aller au collège. Donc, nous, on leur dit, bah, vous avez qu'à dire au collège de faire la même chose. Bon, ça marche pas toujours. Enfin, ça marche pas du tout. Non, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, on met un point d'honneur à ce qu'il y ait une charte qui soit signée par tous les partis et qui, quelque part, on pousse même jusqu'à ce que cette charte aille dans le règlement de l'établissement. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a du turnover. Bah, de toute façon, les enfants grandissent, hein, mais il y a aussi du turnover dans les enseignants. Et on peut pas, c'est souvent ça avec les potagers ou les nichoirs, c'est sur le bon vouloir et la motivation d'un enseignant qui s'épuise au bout d'un moment ou qui part, et patatras, tout le projet tombe. Donc là, pour éviter cet écueil, au moment où le projet est construit, que la collectivité est prête à partir, c'est de dire, on fait un point d'arrêt, on va signer collectivement cette charte d'entretien et on va la mettre dans le règlement d'établissement. Et cette charte, elle dit des choses très très simples. Elle dit les enfants participent dans le temps scolaire. C'est-à-dire que c'est pas que les agents techniques d'une collectivité qui vont venir ramasser les feuilles ou être appelés en urgence, attention, attention, l'entretien est pas suffisant. Non, ça va. Et là, on travaille avec les services de l'éducation nationale pour vraiment caler au programme. Et quand vous avez 300 élèves, bah, vous avez 600 petites mains qui peuvent ramasser des feuilles, les composter, qui peuvent désherber, faire des petits travaux. Et c'est ce qu'on fait dans cette charte. On dit, bah, ça va être fait par les enseignants, les élèves, de façon, entre guillemets, obligatoire, hein, mais dans le temps scolaire, avec un tour de rôle. Parce que derrière, on peut avoir de la pédagogie sur le vivant, sur enfin, énormément de matière. Et puis, quelle va être la part d'entretien pour la collectivité, les gros travaux, etc., etc. Pour nous, ça, c'est vraiment un gage de réussite de ces cours végétalisés.
Il y a encore des questions, mais je pense que je vais. Alors, il y en a une de Delphine, ouvreur du CPIE Mayenne, à qui je vais donner la parole après. Et je vois ensuite les autres questions, c'est plus généraliste sur les revêtements de sol, les changements de comportement, les jeux de ballon, les réactions des parents. Donc, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure à la Après, ouais. fin. Voilà. La question de Delphine, à qui je donnerai la parole après, c'est quels sont les critères d'évaluation pris en compte pour les indicateurs biodiversité, CO2, eau? Alors, c'est pour ça qu'on dit que ça, cela, le CO2, il reste compliqué parce qu'il n'y a pas il y a pas d'ABAC partagé par tous. Donc, nous, on prend en règle générale les critères d'évaluation, notamment des PLU locaux, type coefficient de biotope. Donc, c'est un peu propre à chaque collectivité. Et on regarde un petit peu par rapport à ces critères-là, comment, mais bon, c'est du très, très, très dézoomé, hein. On n'est pas du tout dans une approche précise. C'est simplement pour donner des grandes notions de performance. Voilà, si on met tel et tel milieu, par exemple, je vais prendre ça au hasard, une mare avec un boisement, une microforêt juste à côté et une petite prairie, bah forcément, on va avoir un coefficient de biodiversité nettement supérieur à une cour poreuse, minérale, avec deux arbres. Voilà. C'est un peu caricatural, mais ça permet au moins de comprendre dans les choix d'aménagement ce qui va guider un petit peu parce que chaque collectivité ou chaque groupe scolaire est plus ou moins réceptif à telle ou telle notion. Voilà, c'est à géométrie variable ces histoires. Bien, merci beaucoup, Barthélémy. On reste ensemble parce que tout à l'heure, on prendra à nouveau une grande série de questions. Je vais passer la parole maintenant à Delphine Ouvrard du CPIE Mayenne-Bamène. Delphine, si tu es prête. Vous avez une démarche, donc en tant que CPIE, déjà, peut-être que tu pourras présenter ce que c'est qu'un CPIE et comment ça fonctionne. Et donc la démarche d'accompagnement que vous faites auprès de collectivités, donc toujours cette démarche de végétalisation des cours. Oui, bonjour à tous, merci. Donc moi je vais vous présenter, j'affiche ma présentation pour commencer. Hop. Donc moi je suis chargée de mission Nature en ville à On voit pas l'association. encore ta présentation, Delphine. Oui, oui, c'est parce que je ne l'ai pas C'est normal? partagée. Ah, pardon. Je montrais ma C'est tête bon. déjà, c'est pas mal. C'est bon là? Oui, oui, c'est bon. Hop. Donc chargée de mission Nature en ville à l'association CPIE Mayenne. Et donc, je vous mets ça en plein écran pour que ça soit encore plus facile. Hop! Donc, le CPIE, en quelques mots, pour que vous compreniez un petit peu notre secteur d'activité. Donc, CPIE, ça signifie Centre permanent d'initiative pour l'environnement. En Mayenne, nous, on a plusieurs pôles dans l'association. On a un pôle études où on accompagne les collectivités, les entreprises et les particuliers à la gestion des espaces naturels, avec des diagnostics, des suivis d'aménagement. On a un pôle animation, que ce soit auprès du grand public ou du scolaire sur voilà, de l'animation à l'environnement, transition écologique, toutes sortes de sujets qui touchent à l'environnement. Et on a aussi un pôle accompagnement des territoires sur des projets en enjeu de transition écologique. Donc c'est dans ce secteur-là que je me situe, sur les sujets, par exemple, nature en ville. On intervient aussi sur la qualité d'air intérieur, sur la gestion de l'eau. Et puis, on a aussi des documents de ressources, d'outils pédagogiques à disposition. Et la mission principale dans toutes ces activités-là, c'est de pouvoir donner des solutions concrètes pour que chacun puisse agir en faveur de la transition écologique avec des solutions locales et adaptées à chaque public. Donc, CPIE, en fait, ça signifie un réseau qui, à l'échelle de la France, représente à peu près 80 associations. Et c'est bien un label qui a été créé dans les années 70, avec au départ comme cœur de métier de l'animation, l'éducation et l'environnement. Mais aujourd'hui, on est assez diversifié dans les missions. Je vous ai remis une petite diapo, je pense que vous êtes déjà assez sensible, sinon vous ne seriez pas là, mais sur des constats des cours actuels assez minéralisés
et général, en fait, même si on simplifie, c'est assez général sur toutes les cours d'école. Bah voilà, le constat, c'est que c'est très minéral, des surfaces qui sont abrasives. Voilà, le béton, c'est au départ pensé pour la circulation des véhicules, donc c'est pas forcément le matériau le plus adapté pour des enfants. Donc le retour principal, c'est quand même un vrai souci de confort thermique qu'on a de plus en plus en fait avec des étés assez chauds et qui durent dans le temps jusqu'en septembre, voire octobre. Des espaces vides, stériles en fait de nature, imperméables, ça c'est clair. Et il y a aussi un enjeu bah, qui est majeur dans ces projets-là, c'est des manques d'usage avec des manques d'espace de détente, des échanges plus apaisés, des apprentissages différents et aussi un enjeu d'inclusion, un espace plus inclusif aussi dans ces cours d'école. Donc nous, on a une porte d'entrée sur ces projets-là qui est très centrée sur les besoins des enfants avant tout. Et en fait, les aménagements qu'on va pouvoir proposer vont permettre de répondre à ces besoins-là. Donc nous, on intervient sur de l'avant-travaux. Voilà, on n'a pas les compétences en interne pour être assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est du pré-travaux où on va sensibiliser, on va avoir des temps de discussion et de concertation sur les projets avec différentes parties prenantes. Et l'objectif, c'est avant tout d'expliquer pourquoi c'est essentiel de repenser les cours d'école, quels sont les enjeux et comment est-ce qu'on peut s'y prendre en commun pour construire un projet d'école qui soit fédérateur entre différentes parties. Et à la fin du projet, on propose des aménagements au regard des enjeux qu'on aura pu détailler dans le projet. Donc pour ces dispositifs-là, on a un soutien financier et technique de l'Agence régionale de santé qui agit énormément sur de l'urbanisme favorable à la santé, en se disant que ce qui se passe aujourd'hui dans les cours d'école est à l'image des villes de demain, en fait, pour des villes plus favorables à la santé et au bien-être. Et puis, on a aussi recours dans le projet aux compétences de l'IREPS, l'instance régionale de promotion et d'éducation de la santé. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Donc, les acteurs du projet, ça va être les usagers, donc avant tout les usagers des cours d'école, que ce soit les élèves, les enseignants, des animateurs périscolaires ou le personnel de l'école, que ce soit des agents d'entretien, ATSEM et la direction, bien sûr, également. On inclut aussi les gestionnaires. On agit à la fois sur des écoles privées et publiques. Donc que ce soit une commune, une mairie ou pour des écoles privées, bah, l'association des écoles libres ou l'OGEC, les OGEC. Et également les élus, bien sûr. Et puis, on implique également donc, les concepteurs des travaux, enfin des futurs travaux, en fonction des contextes, bien sûr. On va pouvoir travailler avec les services techniques, la mairie, quand c'est le cas des écoles publiques. Alors pourquoi j'ai quand même remis un petit focus sur pourquoi c'est essentiel pour nous d'impliquer en fait les usagers dans un projet de cours d'école. Ça permet d'anticiper, ça a été évoqué tout à l'heure, l'appropriation et une meilleure gestion en fait des futurs aménagements. C'est aussi un moment qui est essentiel pour déminer d'éventuels conflits entre voilà, des choses qu'on va demander et puis des travaux qui vont peut-être pas forcément être réalisés ou pas compris par les différentes parties prenantes, que ce soit au niveau de la mairie ou au niveau de l'école. Donc c'est aussi l'occasion de remettre pas mal de choses sur la table et bien évidemment de s'appuyer sur le savoir-faire des usages en fait des élèves mais aussi des enseignants et des personnels de l'école parce que on se rend bien compte que mine de rien c'est eux qui le vivent au quotidien et en les impliquant pour compléter bah, on se rend également compte que ils proposent des solutions qui sont assez simples et moins coûteuses à mettre en place et qui répondent vraiment à leurs besoins. Et globalement, bah, en fait, ça permet une meilleure cohérence pour le projet qui va quand même durer plusieurs années entre bah, le pré-projet de conception et puis les aménagements avec la réalisation des travaux par la suite.
Et à la fin, bah, l'objectif principal, c'est que ce qu'on a réfléchi ensemble à partir des besoins bah, puisse être réalisé et se retrouver en fait dans les aménagements à la fin des travaux. Comment est-ce qu'on sélectionne, entre guillemets, les écoles? En fait, on ne les sélectionne pas du tout. C'est-à-dire que on a fait un pré-diagnostic sur le territoire en appelant pas mal d'écoles qui seraient intéressées pour ces projets-là en amont de notre montage de projet. Donc là, ça fait tout juste 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Et donc, on a eu pas mal de contacts d'écoles qui sont intéressées et qui ont déjà une démarche en interne de réflexion. Voilà, il y a un constat où on a trop chaud, on se mobilise avec les parents d'élèves ou l'équipe enseignante pour faire remonter l'info. Et puis, on a commencé à avoir un petit groupe de travail avec certains élèves. Des fois, c'est des maquettes, des fois, c'est des travaux sur plan. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de cas de figure. Mais en moins, il y a une première étape de on a commencé à réfléchir et on veut faire avancer le projet. On a besoin aussi d'un engagement de l'équipe pédagogique parce qu'on va pas mal les impliquer. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et également du temps de travail qui doit être dédié pour les élèves dans la réalisation du projet. Bien sûr, le prérequis également, c'est qu'il y ait une réalisation de travaux. On n'a pas une échéance en particulier, mais sur les années à venir, parce que ça n'a pas de sens de co-concevoir une cour s'il n'y a pas des travaux réalisés par la suite. Et puis, évidemment, ce qui est fondamental, c'est que dans le projet, on respecte les grands principes d'aménagement d'une cour végétalisée. Alors après, ça va évoluer en fonction des acteurs et puis des projets, bien évidemment, mais au moins d'avoir cette philosophie en tête, de végétaliser le plus possible, de créer des espaces d'ombre, d'utiliser des revêtements et matériaux simples de désimperméabiliser, déconnecter, gérer les eaux de pluie. Et en fonction des cas de figure, repenser comment est-ce qu'on réintègre l'eau dans l'aménagement avec des enjeux pédagogiques. Et puis, moi, je me suis permis de rajouter un principe qui me semble essentiel quand on a des cas de figure de petites cours d'école, c'est d'essayer de repenser en fait un espace d'activité avec plusieurs fonctions. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hop. Donc, un petit schéma pour vous resynthétiser les différentes étapes du projet. Donc, on est sur à peu près 6 mois d'accompagnement sur une année scolaire. Et on va avoir les différentes étapes donc, de sensibilisation. Sensibilisation, donc ça va être essentiellement sur les enjeux de pourquoi revégétaliser, réaménager une cour d'école. Donc on va impliquer les différentes parties prenantes, que ce soit des parents, le maître d'ouvrage, la direction, les personnels de l'école et les élèves, pour avoir en fait une première réunion d'ouverture et de lancement du projet. Et sensibilisation, ça passe également par de l'outillage des équipes enseignantes qui eux-mêmes vont mener des activités sur le thème de la biodiversité, le thème de l'eau dans la cour et le thème de la santé avec toutes les élèves, tous les élèves pardon, de l'école. Donc, on a fait ce choix-là parce qu'il y a beaucoup de projets qui mobilisent les éco-délégués. Et ce qu'on se disait, c'est que comme c'est un projet d'école, c'est pas souvent l'affaire que d'un petit groupe d'élèves. Et donc, comme c'est impossible moyennement, humainement et financièrement, de mobiliser, sensibiliser tous les élèves, autant s'appuyer sur les savoir-faire et les compétences des enseignants et de les outiller pour qu'ils puissent mener les activités eux-mêmes avec les élèves. Donc, il y a de l'outillage sur la sensibilisation, également sur la phase qu'on a appelée diagnostic. Donc, il y a plusieurs diagnostics sur les mêmes thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, sur la santé, la biodiversité et l'eau dans la cour. Et on a une phase aussi de recueil sous forme de questionnaire en fait, auprès des personnels de l'école, pour avoir des premières idées sur leurs usages actuels et futurs, et puis par exemple des points d'amélioration dans la cour, comment est-ce qu'ils perçoivent certains espaces, pour un petit peu commencer à pré-cibler ce qui pourrait être amélioré, ce qui doit être conservé et ce qui doit évoluer dans la cour.
Et donc en troisième partie, on a une phase de préconisation. Donc on va recueillir tous les travaux de l'école et on va éplucher un petit peu les retours des différentes classes. Donc on travaille à la fois sur du cycle 1 avec des outils plus simplifiés, des outils pédagogiques simplifiés jusqu'au cycle 3. Mais après, le cœur du projet, il est beaucoup mené par les cycles 2 et 3 actuellement. Et avec tous ces retours-là, en fait, on va pouvoir faire des propositions d'aménagement sur plan. Et je vous montrerai des exemples par la suite. Et enfin, la dernière partie de validation du projet. Donc, on refait une réunion de public de restitution où on présente les travaux des élèves, les retours des personnels de l'école et nos propositions sur plan avec les mêmes parties prenantes qu'au départ du projet. Et la dernière étape, c'est une réunion de validation avec la direction de l'école et le maître d'ouvrage pour remettre un rapport écrit en fait qui reprend toutes les différentes parties du projet, les plans qu'on aura présentés et on commence un petit peu à aller plus loin sur du conseil de phasage de travaux, de recherche de financement, des premières grandes lignes de comment est-ce qu'on peut faire tel et tel aménagement au regard des retours d'expérience des autres projets actuelle. Et donc, nous, on s'arrête à cette étape-là. Charge au maître d'ouvrage après de réaliser des travaux et de mettre en œuvre, en fait, et de respecter surtout ce document un peu cadre pour la réalisation par la suite. Donc là, c'est à plus ou moins échéance sur les années à suivre. Je vous ai remis un petit visuel des grands enjeux sur le réaménagement des cours d'école. Alors, je pense que vous les connaissez déjà, donc je vais passer assez rapidement. Grosso modo, on agit à la fois sur la gestion des sols, on répond aux enjeux climatiques, on répond aux problématiques de gestion de l'eau de pluie en ville. Aussi, on a une action vis-à-vis de l'effondrement de la biodiversité de manière plus générale. Ça, c'est tous les sujets qui touchent à l'aménagement de la nature en ville, pardon. Et les autres enjeux, c'est bien sûr sur la santé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent les liens évidents entre la végétalisation, la nature en ville et le bien-être. Donc, il y a des actions sur le développement cognitif, la restauration de l'attention à l'école, la lutte contre les inégalités sociales de santé, la promotion de l'activité physique, et puis le retour quand même qui est assez euh, important, conséquent. Aujourd'hui, je le recite, mais c'est vraiment la problématique des îlots de chaleur dans les cours d'école et dans l'école. Et l'autre pôle aussi, bien sûr, c'est de s'appuyer sur les besoins des enfants, qu'ils soient psychomoteurs, sensoriels, relationnels, imaginaires, pour pouvoir construire le projet. Donc, sur le pôle santé et besoins des enfants, donc on s'est beaucoup appuyé sur nos partenaires. Concernant la sensibilisation, donc comment est-ce qu'on fait de manière très concrète? Donc, il y a les réunions publiques d'information pour les adultes avec les différents enjeux évoqués précédemment. Et vous avez un exemple de contenu de la malle pédagogique pardon, qu'on met à disposition. Donc, sur les trois sujets que j'ai évoqués, la santé, l'eau et la biodiversité dans la cour. Et je vous ai remis un exemple du nombre de séquences que ça représente. Donc, il y en a 7, 14. Il y en a un nombre assez conséquent quand même. Donc, tout n'est pas forcément fait sur les 6 mois, mais l'objectif aussi dans la continuité du projet, c'est d'outiller les enseignants sur plein d'activités que eux-mêmes pourront mener même sur les années à venir ou dans d'autres projets pédagogiques. Et c'est des choses qui sont assez simples. Volontairement, on met à disposition du matériel qui est simple à, à se fournir, en fait, que ce soit des planches en bois, des ardoises ou des petits pots à piège, et que ce soit aussi concret, en fait, pour observer la nature. Et puis, resituer un petit peu l'eau dans la cour. Donc ça, c'est un exemple. Je vous ai mis les 4 séquences qu'on peut retrouver sur l'eau, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'enjeu de l'eau. Donc, c'est une première activité sur les usages de l'eau et l'importance de la préserver. Et les 2 cycles de l'eau, que ce soit le cycle naturel, le cycle domestique. Et puis, la dernière activité, c'est sur
l'eau dans la cour. Donc, qu'on se projette de manière concrète entre l'endroit où l'eau est captée, la cour d'école, où elle est située dans le territoire, et puis où l'eau est rejetée concrètement, qui est passée par la cour, en fait, pour se resituer le schéma de l'eau. Hop. Je vous ai mis un exemple de ce qu'on propose dans le diagnostic social. Donc, c'est cette partie-là qui a été co-construite avec l'IREPS, l'instance régionale de promotion de la santé. Et un élément assez important, enfin un parti pris qu'on a dans le projet, c'était de questionner avant tout sur les besoins plutôt que les envies des enfants. Parce que si on questionne sur les envies, bah, je schématise, mais on peut avoir des piscines et des toboggans et des tyroliennes. Et moi, je trouve ça chouette, mais tout n'est pas forcément faisable. Mais donc plus sur les besoins. Et donc là, c'est l'IREPS qui a créé des outils en fait pour questionner sur ces sujets-là. Je vous ai mis un exemple de retour photo qu'on peut faire avec des cycles 1 sur les différents espaces dans la cour et leurs activités. Voilà, c'est une manière aussi de les impliquer qui est assez adaptée. Et donc la phase de co-construction, elle se fait également, je l'avais dit tout à l'heure, auprès des personnels de l'école avec des questionnaires anonymes, anonymes ou pas d'ailleurs, et puis les 2 réunions d'ouverture et de restitution du projet. Hop. Un autre exemple d'une partie du diagnostic social qu'on a avec les écoles. Donc là, c'est plus pour les cycles 2 et 3 où en fait, on va questionner sur la sensorialité dans la cour, que ce soit voir, entendre, sentir, toucher, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Les activités dont ils ont besoin pour répondre à des besoins, que ce soit sur se défouler, se détendre, partager de bons moments, s'amuser, se calmer. Et donc là, on questionne bien dans un contexte qui des fois est peut-être même extérieur à l'école, en se disant peut-être qu'il y a des activités extérieures qu'ils font au quotidien qu'on pourrait réintégrer dans la cour d'école. Si je prends le cas concret, bah voilà, là, il y a eu un retour sur de la musique. Bah, peut-être qu'on peut réintégrer des activités musicales dans l'école. Et puis, globalement, il y a des retours qui sont assez redondants d'une cour d'école à l'autre, mais il y a des petites particularités d'un fonctionnement à l'autre de l'école, et puis il n'y a pas les mêmes espaces non plus. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de se rendre compte que les enfants, en fonction des cycles, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de manière individuelle au cours de la journée, ben, on n'a pas les mêmes besoins au même moment. Par exemple, pour se calmer ou se détendre, ben, on peut à la fois avoir besoin de se défouler, de se mettre en colère ou de simplement de s'isoler et d'être seul. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer un panel sur l'espace de la cour. Donc là, on passe à l'étape de préconisation d'aménagement. Je vous ai remis un schéma de comment est-ce qu'on fonctionne pour mettre tout ça sur plan. On prend en compte du coup le retour des besoins des usagers, que ce soit les enseignants, les personnels de l'école et les élèves, avec le diagnostic social. On a toujours en ligne de mire, bien sûr, les principes d'aménagement des cours végétalisés, les besoins des enfants. Nous, notre regard environnemental sur les grands enjeux de végétalisation, naturalisation de ces espaces-là, et puis les enjeux de santé qui ont été amenés grâce à l'Agence régionale de santé, avec un diagnostic santé aussi qui est mené, mais plus avec les enseignants et la direction, pour avoir une vision globale de la santé dans l'école. Je vous ai mis un exemple d'un des plans. Alors, par rapport au nombre d'écoles, nous, aujourd'hui, on en est à 5. Donc, ça fait tout juste 2 ans pardon, qu'on accompagne ces projets-là. Donc, chaque cours d'école va être un peu différente, même si on propose des choses assez similaires des fois. Je vous remonte, par exemple, les petits pictos où souvent, on a un espace créatif où là, on peut faire des jeux calmes, par exemple, jeux de société, lecture, dessin. Et là, on le propose régulièrement, bah, par exemple, sous un préau ou sous une pergola. Parce qu'il y a la question de végétaliser pour rafraîchir. Bah, quand on plante un arbre, on n'aura pas de l'ombre
en quelques années. Donc, comment est-ce qu'on fait en attendant? Régulièrement, on propose par exemple des systèmes de pergola. Après, charge à l'école de s'approprier le projet. Un élément important pour que vous compreniez le pourquoi du comment, déjà nous, on n'a pas là forcément la compétence en interne de réaliser des plans masse, et puis c'est pas l'objectif du projet. Nous, on travaille réellement sur du zonage pour se dire, voilà, tel espace de la cour pourrait être utilisé pour telle et telles activités. Pareil sur un autre endroit, là, on peut faire un coin calme avec, bien sûr, en prenant en compte l'existant, les préaux actuels et autres. Et on va aussi travailler sur les pentes. Donc, on fait pour vous expliquer un petit peu, avant le lancement du projet, on fait aussi une visite de terrain avec un travail sur photo, une grille de diagnostic un petit peu pour questionner sur les problématiques actuelles dans la cour, la circulation de l'eau par exemple, l'entretien, et puis aussi avoir une liste du fonctionnement en fait interne de l'école avant de lancer le projet. Et on remet ça en page, en fait, sous forme d'une feuille de route qu'on transmet tout au long du projet pour les différents acteurs. Et donc, voilà, on va proposer plus des zonages, on propose des espaces de zone d'infiltration. Donc, bien souvent, des fois, il y a déjà une structure de jeu existante plus ou moins en bon état. Et en fonction des pentes de la cour, ben voilà, on peut proposer un espace d'infiltration ici. Il y a certaines écoles, par exemple, là, c'est le cas de figure où il y a déjà de l'espace vert, mais qui n'est pas forcément utilisé sur les trois quarts de l'année, parce que chez nous en Mayenne, il pleut quand même pas mal, surtout cette année. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser un espace vert qui est trempé et qui habituellement n'est pas praticable? Eh ben, là, le parti pris, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir un espace, un parcours un peu sensoriel avec différentes matières au sol qui permettent quand même de déambuler et d'utiliser l'espace vert toute l'année, en fait. Principalement, on rajoute beaucoup de bancs, d'assises dans la cour parce que souvent c'est ce qui manque, quels que soient les cours d'école. Et puis, bien sûr, on végétalise avec des arbres, des haies, et on distingue des espaces en pelouse, des espaces plus sauvages, où on va proposer une autre gestion des espaces verts, justement. Je vais rentrer dans le détail juste après. Des petits exemples concrets des différentes étapes des préconisations. Donc, on a deux exemples de plans au milieu de ma page. Et nous, on va surtout travailler sur des illustrations d'autres projets. Donc, on s'est beaucoup inspiré des cours d'école Oasis à Paris. Mais bien évidemment, on n'a pas les mêmes budgets ni les mêmes contextes. Nous, on est beaucoup dans des écoles rurales. Donc, et le parti pris, c'est aussi de pouvoir proposer des aménagements qui soient peu coûteux, locaux et avec des matériaux simples. Donc, moi, je reprends toujours cette illustration-là de grumes de bois avec des rondins qui peuvent servir à la fois d'espace pour s'asseoir, d'espace motricité, enfin voilà, un espace plusieurs fonctions. Et des fois, bah, il y a bien évidemment des structures un peu plus aménagées avec des buttes végétales, par exemple. Et là, vous avez un autre exemple d'une zone de jeu infiltrant. Donc ça, c'est cette partie-là. Nous, on propose beaucoup des espaces en copeaux parce que c'est des matériaux naturels et on a les filières dans le département pour. Et sur des espaces d'infiltration, on propose bien souvent des noues, donc des fossés végétalisés peu profonds, et puis des jardins de pluie quand il y a un besoin de stockage plus conséquent, stockage puis infiltration. Et nous, à chaque fois, on propose en premier lieu des solutions fondées sur la nature pour gérer et infiltrer l'eau de pluie. Je vous ai mis un exemple de réalisation d'une école qu'on a accompagnée l'année dernière avec des travaux. Donc, on est très fiers de pouvoir
présenter ça. Vous êtes les premiers à le voir aujourd'hui. Donc là, c'est l'exemple d'une cour maternelle où on voit bien qu'il y a une pente avec un caniveau à la sortie de ce côté-là, et puis un petit trottoir qui empêchait du coup, enfin qui a amené l'eau jusqu'en bas de pente dans la grille d'égout. Et une structure de jeu, voilà, une petite cabane en plastique qui est très, très fréquentée. Du coup, c'est un petit peu la bagarre pour y accéder. Voilà, des petits pneus pour jouer et puis un marquage au sol. Et on se disait que c'était le meilleur endroit pour faire un espace d'infiltration au vu de la pente, bien sûr. Donc, ce qu'on a proposé et ce qui a été réalisé, donc nous, on avait proposé une noue avec plantation de haies. Là, actuellement, il y a une noue qui reprend exactement le même parcours que le trottoir, avec toujours la grille d'égout en sécurité en complément. Et là, il y a une structure, une butte végétalisée, en fait, qui a été inaugurée en septembre 2023. Et ça, c'est quelque chose que l'école, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'école avait ce projet-là en tête depuis le début. Et nous, on les a simplement accompagnés sur quel emplacement, enfin, où situer la structure, et puis d'autres petits aménagements, notamment sur la noue qui a été rajoutée. Un autre exemple dans la même école où là, il y avait un massif végétalisé qui n'était pas accessible, enfin qui était interdit aux élèves, qui est bâché. Euh, et un autre espace dans la cour où là, bien souvent, on a des zones de stagnation d'eau. Donc ça, on le voit à la première visite de terrain, où on repère ces endroits-là et en se disant que, bah, bien évidemment, c'est du bon sens, hein. S'il y a de l'eau qui stagne ici et que la plupart des pentes amènent de l'eau ici, bah, dans l'idéal, il faudrait pouvoir infiltrer l'eau à cet endroit-là. Donc, ce qui a été réalisé, je reprends par exemple le massif végétalisé, eh ben, simplement, en fait, on a conseillé de retirer la bâche pour laisser respirer le sol, de remettre des copeaux et de proposer un espace de circulation pour les enfants. Donc là, ils ont fait le choix de mettre des petites cordelettes pour protéger les végétaux. Et en plus, on ne le voit pas, mais en fait, sur la photo, derrière l'arbre, il y a un petit coin cachette avec un banc. Et le retour est assez intéressant parce qu'ils se rendent compte que, il y a beaucoup d'enfants du coup qui vont dans cet espace-là. Donc au final, c'est plus facile en termes de surveillance parce qu'ils sont principalement concentrés ici, mais ça se passe très bien. Et donc on voit bien concrètement que voilà, il y avait un élément dans la cour existant qui n'était pas forcément utilisé ou valorisé, et donc simplement de le rendre accessible et de le réaménager un petit peu. L'autre exemple que j'évoquais tout à l'heure là, sur la zone de stagnation d'eau, bah là, on proposait d'avoir un petit massif, donc il y a une plantation d'arbres et des végétaux. Justement, j'en viens à la végétalisation. Nous, on a un regard en tant qu'association environnementale sur le choix des essences dans de la plantation, parce que qui dit végétalisation dit aussi de végétaliser, de laisser une part aussi de sauvage dans ces espaces-là. Si on veut répondre à l'enjeu d'effondrement de la biodiversité, il faut aussi avoir des espèces sauvages et ou locales. Alors, comment des moyens d'action? C'est le label végétal local. Donc, ce label-là, en fait, il garantit la provenance des graines et de plants bocagers. Et donc, il y a c'est réparti en différents massifs. Donc, nous, on est concentré sur le massif armoricain. Et c'est des plants qui sont produits à proximité avec des filières de collecteurs, des filières de pépinières et puis des revendeurs. Donc nous, on a deux structures qui proposent des plants dans le département. Et l'objectif aussi, c'est aussi de pouvoir avoir une garantie d'espèces locales qui sont adaptées, résistantes et qui sont sauvages, en fait, qui puissent être réutilisées dans la végétalisation.
Et puis, l'autre action qu'on a sur ce projet-là, sur le choix des essences, c'est que dans le rapport final, on remet une liste d'arbres, d'arbustes, de plantes grimpantes et de plantes herbacées qui sont sauvages et qui sont plus ou moins, ça dépend certaines, hein, si possible en label végétal local. Et on a aussi un regard vis-à-vis des potentiels allergisants. Donc ça, c'est avec le travail de l'Agence régionale de santé. Après, le parti pris, c'est pas de se dire d'exclure complètement celles qui ont un potentiel allergisant fort, mais plutôt de réfléchir à l'implantation, que ce soit vis-à-vis des vents dominants, vis-à-vis de diversifier la haie, par exemple, de ne pas mettre qu'une haie de charme. Voilà. Et globalement, bah, c'est beaucoup d'essences bocagères. Hop. Et la végétalisation, ça passe aussi par une gestion différenciée des espaces verts. Là, on a le cas d'un ensemble scolaire, pardon, où il y a énormément d'espaces verts, mais avec un entretien assez intense, une tonte tous les 15 jours. Et l'objectif, c'est de se dire, bah, en fait, il y a de l'espace vert existant, c'est juste une question d'entretenir autrement pour laisser de la nature revenir dans la cour d'école. Il y a plein d'enjeux derrière pédagogiques en complément de végétaliser un espace, hein. C'est aussi un espace d'animation et de découverte, d'initiation à la nature. Voilà, concrètement, si on veut des petites bêtes dans sa cour d'école ou des fleurs, eh ben, il faut laisser pousser la pelouse. Et donc pour ça, on a un petit projet qui est à l'échelle du réseau des CPIE. Ça s'appelle Un carré pour la biodiversité, où en fait on va laisser un espace défini sur une certaine surface sur une saison complète. Donc on signe une charte, on s'engage à ne pas faucher, ne pas arroser, ne pas semer, ne pas retourner, etc. Ne pas entretenir, en fait, laisser faire la nature. Et on va pratiquer une fauche tardive, donc fin août, début septembre, pour laisser le temps en fait aux espèces de faire leur cycle de reproduction et de développement dans le carré. Et ça peut être aussi proposé, bien sûr, à des entreprises ou des espaces publics. Je vous ai fait un petit focus sur l'eau dans nos projets cours d'école. Alors, encore une fois, ça fait tout juste 2 ans qu'on est dans les projets, donc on n'a pas encore beaucoup de cas de figure là-dessus, mais bien souvent, on se rend compte qu'il y a un peu un décalage entre les attentes ou les projections, que ce soit des enseignants ou des élèves sur l'eau dans la cour. Ben, moi, je veux des brumisateurs pour me rafraîchir. Moi, je veux une rivière pédagogique pour boire de l'eau en permanence dans ma cour. Ben, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et puis, il y a certaines concrètement qui ne répondent pas à des enjeux de végétalisation que nous, on porte. Proposition de récupérateur d'eau, des jeux d'eau, des mares pédagogiques. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces envies-là? Ben, on va un petit peu recentrer, recibler sur des aménagements, des propositions qui peuvent permettre quand même de réaliser des attentes. Sur la question des récupérateurs d'eau, bah, bien sûr que, comme ça a été dit tout à l'heure, quand il y a un projet de potager pédagogique ou simplement de végétalisation, bah, c'est tout à fait compréhensible d'avoir des récupérateurs pour pouvoir faire l'entretien également avec les élèves. L'idée, c'est aussi de rendre visite, j'ai une faute, excusez-moi, rendre visible le circuit de l'eau. Je vous ai remis un exemple d'une rivière pédagogique là, qui a été faite sur une cour d'école à Paris. Alors nous, on trouve ça intéressant, mais il faut quand même que les personnes soient conscientes que bah, ce n'est pas une rivière qui va couler en permanence et peut-être qu'une noue, donc un fossé végétalisé, peut aussi être réutilisé ou présenté comme un espace un peu de rivière pédagogique hein, à la fois, même si ça reste temporaire. Et puis bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de imperméabiliser un espace. Donc nous, on n'est pas forcément sur les rivières pédagogiques, mais avec les nous, on peut y répondre en partie. Sur la partie déconnexion des gouttières, ben, nous, on essaye de le prendre en compte au début de
de la visite de terrain, on regarde les sorties de gouttières et puis en fonction des emplacements lesquels on pourrait déconnecter ou pas, ou installer un système de récupérateur. Après, il y a quand même des problématiques des fois où on se rend bien compte qu'il y a des gouttières qui repartent dans des espaces privés à proximité ou autres, où la gestion là, elle va être un peu plus différente. Donc, on ne peut pas le faire sur toutes les cours d'école, déconnecter toutes les gouttières non plus. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, on le propose. Et je vous ai remis un exemple d'un espace ludique que j'avais trouvé au cours d'échanges là sur le circuit, enfin un cheminement de l'eau dans un espace de jeu. Où je trouvais ça assez rigolo avec les différentes gouttières et puis une sorte de tourniquet là, où on peut permettre de revisualiser l'eau. Ça me semble intéressant et voilà, c'était pour ouvrir la discussion aussi sur le sujet. Moi, j'ai terminé pour ma partie, donc si vous avez des questions, c'est l'occasion. Merci beaucoup, Delphine. Il y a déjà des questions dans le clavardage. Il y a une question de Marie-Caroline Jbat qui travaille à Angers-Loire Métropole. Bonjour, des grilles de surverse sont prévues à proximité de zones contenant des copeaux. Avez-vous prévu des préconisations d'entretien spécifiques et avez-vous pris en compte le risque d'encombrement des réseaux avec les copeaux? Je précise juste aux autres qui ont posé des questions que je reviens vers vous tout de suite. Je vous ai pas oublié. Oui, alors c'est la question de la surverse. Nous, on l'évoque dans le cas des noues et des jardins de pluie. On n'a pas eu encore le cas de figure avec les zones de copeaux. Donc souvent, on laisse cette sécurité-là d'une surverse, mais qu'on rehausse bien sûr pour que l'espace en fait remplisse son rôle de stockage et d'infiltration. Après, sur la zone en copeaux, avec les grilles, il y a sûrement des systèmes qui permettent d'éviter ça. Et après, sur la sortie des copeaux dans l'espace de jeu, bah, nous, on s'appuyait sur le retour des écoles de Paris, où eux, ils proposent de décaisser un petit peu, de descendre de niveau sur quelques centimètres l'espace de jeu pour qu'il y ait moins de copeaux en fait qui ressortent. Et puis l'autre solution, c'est bien sûr de mobiliser les élèves, en fait, voilà, de les missionner sur du balayage de copeaux après chaque récréation pour remettre les copeaux dans la zone. Et ça, c'est un côté ludique aussi, une responsabilisation. Merci. Une question du CPIE de la Sarthe, Claire Picot. Réalisez-vous des études hydrauliques pour chaque projet? Alors nous, on ne fait pas d'études hydrauliques. On va juste faire la visite de terrain avec pas mal de photos de la cour actuelle. Et puis on regarde un petit peu ce que je dis tout à l'heure, les pentes, les évacuations. On ne fait pas de dimensionnement parce qu'on a été formé par l'ADOPTA, le réseau de promotion des GIEP, des solutions de GIEP, mais on n'a pas forcément non plus la compétence d'assistance à maîtrise d'ouvrage là-dessus. Par contre, on donne des billes, on redonne des contacts dans le département pour aller plus loin sur ces questions-là de dimensionnement, par exemple, ou d'études hydrauliques. Donc, nous, on ne le fait pas en particulier, mais on donne les grandes généralités et les autres solutions de ce qui a déjà été fait ailleurs pour aider en tout cas dans la suite. Ok. L'Adopta, qui est une super association que je recommande chaudement, qui est basée dans le Nord et qui est un petit peu notre grand frère à Redagio, quoi, qui travaille sur ces sujets-là de façon très sérieuse depuis plus de 30 ans. Ensuite, je reprends des questions qui étaient peut-être un petit peu plus générales. Il y avait une question notamment de Stéphane Gourmaud de la région Bretagne. Comment sont traités dans les projets les volets entretien et équipement de matériel adapté, sans oublier la partie compétences des agents? Mm. Alors concernant les équipements, nous c'est quelque chose qu'on discute assez rapidement avec les enseignants en se disant que si on veut des cours végétalisés, bah, la mise à disposition de bottes ou de chaussures d'extérieur, ça nous semble assez indispensable. Et puis ça, c'est même quelque chose qui remonte assez rapidement auprès des enseignants sur de l'usage en fait des changements de pratique. Et après, c'est à eux de le mettre en œuvre et de l'imaginer dans le fonctionnement de l'école. Donc des chaussures d'extérieur. Et après, bah, l'équipement, c'est eux aussi qui vont, en fait, en fonction de... Encore une fois, nous, on reste beaucoup sur des grands principes, des philosophies de ce sur quoi on s'accorde de manière commune. Voilà sur quoi on s'engage. Et après, ça va être à chaque contexte d'école, chaque commune, en fait, de s'approprier le projet et de faire des choix
sur des aménagements, sur du matériel. Et c'est ce qui fait que ça répond au mieux en fait à leurs usages, quoi. Je ne sais pas si Barthélémy, du coup, de Le Versant, est-ce que tu veux compléter? Oui, oui, c'est un enjeu majeur. Parce que, enfin, concrètement, pourquoi on a eu des cours bitumés? C'est principalement la question de la gestion par les agents qui ont des plans de charge de plus en plus importants. Il y a aussi les parents d'élèves. Il y a eu toute une mode sur on enlève le végétal parce que ça pique, etc. Mais c'est quand même le déclencheur, c'est quand même la capacité de la collectivité à pouvoir gérer ces espaces-là. On a un petit peu parlé tout à l'heure avec cette question de charte, et c'est vraiment un travail de management et de capacité à gérer par les agents de formation. Il y avait une illustration que vous aviez montrée dans votre présentation de grumes de bois. Ça, typiquement, c'est très intéressant parce que c'est pas caractérisé comme un équipement de jeu avec les normes d'entretien et de gestion qu'il y a derrière, qui peuvent mettre en défaut une collectivité parce qu'un enfant tombe et comme c'est classé aire de jeu, s'il n'y a pas la recharge de mulch dessous, la collectivité peut être incriminée. Les jeux comme ça très simples sont pas dans cette catégorie-là. Et du coup, des charges en termes de responsabilité, alors c'est pas pour ça qu'il faut pas bien le gérer, hein, mais bah, un agent, une collectivité a cette responsabilité-là. Donc, effectivement, c'est dans la stratégie, on va plutôt flécher effectivement vers ce type de dispositif. Un, c'est beaucoup moins coûteux l'investissement. Deux, en termes de gestion et d'intervention, c'est quand même beaucoup plus light. J'en profite pour glisser que, au sein de Redagio, c'est cette question-là d'entretien des ouvrages végétalisés. Donc là, on est sur les cours d'école, mais en fait, la question se pose pour toutes, pour les nous, etc. Pour à partir du moment où il y a un changement de pratique, la question se pose. On prévoit un webinaire à la rentrée, là, sur septembre-octobre, avec une chercheuse qui fait sa thèse sur le sujet, justement. On va faire ça, a priori, en partenariat avec le GREC, qui est le, notre autre grand frère avec l'ADOPTA, qui est basé sur Lyon. Euh, j'ai- alors, je reprends un petit peu le Je fil des sais pas questions. si je peux, Oui, Rosalie, compléter un bien petit peu sûr. les échanges pour poursuivre sur la situation de pourquoi on en est arrivé là sur ces cours d'école-là. Moi, ce qui m'a pas mal éclairé, c'est les présentations du CAUE de Nantes, CAUE 44, où ils ont mis à disposition en ligne une conférence en fait qui s'appelle Cours vertes et matières grises. Et ils retracent en fait l'évolution des cours d'école au fil de l'histoire. Et le constat également qui a été fait, c'est que à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire vite et grand pour accueillir des effectifs assez conséquents. Donc c'est aussi pour ça qu'on en est arrivé là, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se reprojeter sur des époques où on était dans des cours beaucoup plus, en fait, qui répondaient à des enjeux de santé avec une vision plus paysagère. Et je trouve que c'est assez inspirant. Il y a pas mal de réponses sur l'entretien, sur la sécurité qu'on vient d'évoquer. Et je rebondis sur ce que tu disais sur la sécurité. Nous, on a des cas d'écoles où ils réalisent des structures eux-mêmes. En fait, ils mobilisent les parents d'élèves pour de l'aménagement. Et il y a des bureaux d'études en fait, qui permettent de viabiliser des aires de jeu. Et comme tu disais, il y a des contextes où, en fonction d'une certaine hauteur, je ne sais plus si c'est à moins d'1,50 m ou 1,30 m, bah, c'est pas considéré comme une aire de jeu. Donc, on sort des problématiques de sécurité. Et bah, c'est pas plus mal. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, mais c'est un frein qu'on s'enlève également. Donc voilà, c'est des échanges qu'on a beaucoup aussi dans ces projets-là. Et donc justement, bah, ça va rejoindre cette problématique-là, puisque donc, en parlant de sécurité et de nouvelles aires de jeu, y a-t-il des revêtements de sol privilégiés dans les cours? La Bah, composition des... pardon, il n'y a pas de. Beaucoup de collectivités nous disent c'est quoi le prix au mètre carré d'une cour d'école revégétalisée. Et en fait, il y a pas de ratio parce que ça va vraiment dépendre des usages, des besoins, des. Donc, il y a plein de matériaux qui existent. Il n'y en a pas un qui prévaut parmi d'autres. Et ça va être vraiment adapté entre la surface souple, la partie végétalisée, le drainant minéral.
laisser une partie de l'enrobé parce que la collectivité n'a pas les moyens de changer tous les revêtements parce que c'est assez onéreux. Et par contre, d'avoir une stratégie très efficace en termes de récupération et d'infiltration de l'eau avec les surfaces d'enrobé qu'ils ont. Donc, il n'y a pas de. Enfin, pour nous, dans les vingtaines d'écoles qu'on a fait, il y a pas de cas de figure similaire. Donc, pour compléter de notre côté, comme on est beaucoup sur des solutions fondées sur la nature, bah, on va proposer de désimperméabiliser et sur les espaces qui restent perméables, bah, bien souvent, en fait, ça reste avec le béton tel quel. Ou si c'est trop dégradé avec des zones de stagnation d'eau, bah, on propose des solutions avec des revêtements perméables minérales. Mais concrètement, il y a toutes les solutions techniques possibles en fonction des situations. Donc, on ne préconise pas en particulier un type de revêtement. En tout cas, nous, on est plus sur de l'espace vert et des copeaux. Et s'il y a de la terre à nu, bah, ça peut être un espace de jeu, mais voilà, il y a la question de la terre à nu, bah, ça a pas mal tassé, donc ça joue moins son rôle d'infiltration. Donc, il ne faut pas non plus que de la terre à nu partout. Puis, il y a un problème aussi de pression de pâturage, je dis ça comme ça, mais bah, les élèves vont pas mal piétiner aussi. Donc, c'est un équilibre à trouver entre végétaliser et laisser quand même des zones accessibles pour les enfants. Donc, voilà, sur cette partie-là, on reste là-dessus. Et une question aussi sur comment sont gérés les changements de comportement en lien avec les jeux de ballon qui occupent une grande partie de la cour. Je te laisse répondre en premier. Ouais, ben, en fait, en fait, il suffit de faire un sondage sur les usages et effectivement les diagnostics de comment la cour est utilisée. On voit très très vite, vous en parliez au début, sur la question du genre dans la cour de l'école. Là, s'il y a quelque chose qu'on voit dans toutes les écoles, c'est bien ça. C'est le jeu de foot, les garçons. Voilà. Donc, dès qu'on fait un sondage, le diagnostic, il est assez clair, hein. Il va falloir trouver un lieu pour conserver l'usage, mais qui ne soit pas surdominant dans la cour. Et en règle générale, on garde des aires de jeu un peu multisports, mais qui sont un peu plus compactes et qui laissent d'autres usages autour. Donc on y arrive, on arrive à faire changer les comportements, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces comportements, ces cours-là, souvent n'étaient pas pensés. Il n'y avait pas la réflexion du partage de la cour, des besoins de jeu. Et en fait, quand on pose le diagnostic, globalement, tout le monde est assez d'accord pour arriver à changer les pratiques. Je sais pas si Delphine, tu veux compléter. Est-ce que tu peux me resituer la question? Pardon. C'est les changements, Jeux de comment ballon. sont gérés Ah oui, les voilà, jeux de les ballon. ballons, Ah là là. les Eh jeux de ballon. ben, nous, il y a... Alors, je sais que dans avec d'autres structures, ils ont le parti pris de supprimer l'espace de foot. Donc c'est un choix qui peut se comprendre parce qu'il y a plein de problématiques aujourd'hui à cause des jeux de foot. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse quand même une zone imperméable, zone multisport. Ça peut être foot, basket ou autre jeu. Mais en tout cas, ça nous semble essentiel d'avoir un espace en dur d'activité physique. Et après, c'est à la charge de l'équipe enseignante de se rendre compte ou pas de est-ce qu'ils veulent le supprimer, est-ce qu'ils veulent le conserver, est-ce qu'ils veulent le faire évoluer en autre chose. Mais en tout cas, c'est à eux de se décider, de se concerter, bien sûr, avec les enfants pour le faire évoluer. Mais en tout cas, on conserve cet espace-là en se disant c'est une zone pour toutes sortes d'activités de ballon, quoi. Je voulais peut-être rajouter un truc là-dessus. Alors, la zone de sport peut être perméable aussi, hein, si on a enfin, voilà, il y a des matériaux qui le permettent. Et l'étude hydraulique aussi permet de dimensionner et savoir si on a besoin d'infiltrer ou de stocker dessous. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, il se passe quand même pas mal de temps entre ce travail participatif et la réalisation des travaux. Et nous, on préconise de faire un peu ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est-à-dire de tester. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des intentions de projet, avant que ça se réalise et avant que le maître d'œuvre finalise complètement ses études techniques,
on peut, sur la base d'un plan de synthèse, matérialiser les surfaces de façon pour tester. Donc là, les plans masse qu'on vous a montré, nous, ce qu'on invite, c'est l'équipe pédagogique de marquer la zone de foot qui va être réduite et à tel endroit, de marquer les zones où on est zone tranquille, zone dynamique. Il n'y a pas d'aménagement, c'est du marquage au sol, mais on commence à modifier les usages. Et c'est aussi un temps où il y a encore des marges de manœuvre. C'est-à-dire que les travaux ne sont pas réalisés. Ça peut encore bouger avant que les travaux se lancent. Et c'est souvent c'est intéressant, ça permet d'ajuster un petit peu et aux usagers de changer de pratique, quoi. Et ce temps intermédiaire, il est vraiment intéressant. Il coûte quasiment rien, c'est du marquage au sol. Et il permet vraiment d'ajuster le projet, quoi. Il y avait une question qui avait été posée du coup tout à l'heure. Quelles sont les réactions des parents suite à ces projets? Prennent-ils aussi conscience de la problématique? Donc j'imagine la problématique, c'est eau, c'est climat, végétalisation, etc. Alors de notre côté, au niveau des parents, ben, on n'a pas toujours l'ensemble des parents, hein, bien sûr, aux réunions de présentation de restitution, mais ceux qui sont présents prennent bien conscience qu'il y a un besoin de repenser les cours d'école. Ça leur permet aussi de se projeter dans les activités, les usages de leurs enfants au quotidien, parce que des fois, on n'a pas toujours ces échanges-là. Et puis, un retour qui nous semble intéressant pour une amélioration du dispositif, c'est qu'on a une école qui a impliqué les parents en dehors des réunions via un sondage en fait en ligne sur des questions de pourquoi vous pensez qu'il faudrait aménager la cour avec tous les enjeux listés, qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis, qu'est-ce qui est prioritaire, etc. Enfin, toutes sortes de questions. Et mine de rien, il y a eu beaucoup de retours et c'est une manière aussi de les impliquer dans le projet. Voilà, un exemple de retour d'expérience sur ce sujet-là. Pour Bleu Versant, nous, dans le dispositif, à la fin de chaque intervention, on a un vernissage où on invite les parents parce qu'on sait que c'est difficile de les mobiliser lorsqu'ils viennent pas chercher leurs enfants pour les faire venir à d'autres horaires sur des réunions. Il y a une perte en ligne qui est énorme. Donc, en fait, on a un public captif, on triche un peu, hein. Ils viennent chercher leurs enfants le vendredi et on les garde, on les invite à prendre un goûter. Et du coup, il y a énormément de parents qui viennent. Euh, donc, ils s'intéressent parce que leurs enfants, c'est leurs enfants qui leur expliquent ce qu'ils ont compris dans la semaine. Donc là, c'est plus facile. Et puis après, nous, on leur demande, et souvent, ça éveille une envie de faire ça chez eux. Et nous, c'est vraiment notre rôle un peu militant, hein, c'est que ça essaime et que ça sorte en dehors de l'école et que ils réfléchissent sur chez eux, tiens, si je déconnecte ma gouttière et que je l'envoie dans mon jardin, comment ça se passe? Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, quoi. Et puis Ouais, vas-y, Delphine. si je peux compléter, sur la mobilisation des parents, ça va être très différent d'une école à l'autre parce que par exemple, on a des écoles où il y a l'association des parents d'élèves font partie prenante depuis le début du projet et qui réalisent eux-mêmes des chantiers d'aménagement sur des week-ends en fait. Donc ça va vraiment dépendre de la dynamique de chaque école, quoi. Ah oui, effectivement. Ça vous fait encore de la main-d'œuvre. Ben oui. Et du coup, il y a une question que pour toi, Delphine. Quel est le coût d'intervention du CPIE pour une petite école? Alors, je ne sais pas ce que c'est petite, on peut préciser. En fait, là, je vous ai présenté le projet global, mais après, on fait aussi du cas par cas parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des écoles qui sont déjà aussi avancées que nous, voire plus à différentes étapes du projet. Donc, il y a des cas de figure où on va que faire un petit diagnostic sur place, par exemple, et du travail sur plan. Donc, c'est au cas par cas, mais grosso modo, là, sur tout ce que j'ai présenté, on est aux alentours de 3 000 à 4 000 euros par école. Et donc, on a eu cette année et l'année précédente un soutien financier de l'Agence régionale de santé. Et prochainement, on va avoir une convention avec une communauté de communes pour faire plusieurs écoles à l'année sur le territoire. Donc, c'est une belle poursuite.
Si vous n'êtes pas dans le coin si vous n'avez pas la grande chance d'être sur le territoire du CPIE Mayenne-Bamène, il y a forcément des CPIE près de chez vous. Il y a une coordination régionale en Bretagne, en Pays de la Loire et certainement ailleurs. De toute façon, il y a une union nationale des Ouais. CPIE où vous pourrez Mm. trouver les informations, même si, voilà, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, vous êtes des associations avec chacun leur stratégie, leurs actions, etc. Il y a quand même des choses qui se recoupent et donc il y a un réseau où vous pouvez tirer le fil et trouver les informations qui vous intéressent. Je vois qu'il n'y a plus de questions dans le clavardage. Enfin, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Donc, on voit que la question financière elle revient, que même s'il y a des grandes lignes, voilà, sur la façon d'associer les différents acteurs autour des écoles qui se recoupent, on a quand même des projets qui sont souvent, après, qui nécessitent de faire du sur-mesure. C'est toi, Mm. Barthélémy, qui parlait d'orfèvrerie. Je ne sais plus, Delphine, si tu as dit le nombre d'écoles que vous avez accompagnées qui ont déjà vu le jour, qui sont déjà sorties de terre. Alors nous, l'année dernière, on en a accompagné 2. Cette année, l'année dernière, 3, pardon. Là, on en a fait 2. Et donc, en sortie de terre, c'est celle que j'ai présentée de l'année dernière. Il y en a une. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on va aussi proposer de phaser les travaux. Donc, il y a déjà des écoles qui ont commencé à débitumer une partie de la cour. Ça permettait de répondre aussi à la question tout à l'heure de le temps de s'approprier l'espace en fait et de voir comment ça vit. Bien sûr qu'on ne peut pas rénover toute une cour d'école en un été. Donc souvent, on propose de phaser avec de la plantation à l'automne, du terrassement à l'été, et puis de faire par petits bouts, en fait, parce que voilà, c'est des plus petits budgets aussi. Sur des écoles réalisées, bah, il y en a une autre qui est en cours de rénovation. Donc là, c'est un autre cas de figure où c'était le bâtiment qui était rénové, donc on a profité pour repenser les espaces extérieurs. Et bah, ça va dépendre en fait de chaque école. Là, il y en a une qu'on a vue cette année qui commence déjà à se projeter dans les travaux. Donc euh, voilà, ça se poursuit. Puis on espère en avoir plus pour avoir du retour d'expérience sur le territoire. Oui, c'est des projets qui prennent du temps. Je le dis Mm. parce que si jamais, voilà, les participants de ce webinaire, si vous êtes dans des collectivités qui n'ont pas beaucoup de moyens, bien que voilà, vous avez du mal à apporter des projets au sein de vos équipes, vous avez le droit d'y aller par petites touches, en phasant, etc., quoi. Il y a une question, comment sont abordées les questions de gestion des eaux en surface par rapport à l'occupation du site, sécurité et fonctionnalité, par rapport aux parents ou aux gestionnaires? On en a déjà un petit peu parlé, mais pas spécifiquement sur cette question-là des eaux de surface. Et ben en fait, c'est une très bonne question parce que c'est pour ça aussi que nous, progressivement, on a intégré l'étude hydraulique de prédimensionnement parce elle est assez rédhibitoire sur les choix de conception. Euh, alors, soit en termes de volume, de vitesse, d'érosion, voilà, mais soit aussi si on souhaite, par exemple, avoir telle hauteur d'eau, de stockage temporaire, sur combien de temps, là, c'est tout de suite les questions en termes de sécurité qui vont se poser. Qu'est-ce qu'on accepte dans une école? Dans un espace public peu accessible, on peut avoir des hauteurs d'eau conséquentes. Sur une école, c'est pas possible. Par contre, on peut avoir un espace qui se met en charge pendant une dizaine d'heures quand il pleut sur 5-6 centimètres. C'est acceptable. C'est acceptable si c'est un endroit qui n'est pas la cour centrale où tous les gamins ne pourraient pas aller jouer parce que voilà. Donc le prédimensionnement, nous, il nous permet d'arriver à parler de ça tout de suite et d'arriver à intégrer cette jauge-là dans la conception de l'aménagement. Et ça me renvoie à une question qui avait été posée tout à l'heure. Euh, c'est important aussi, bon, on parle de l'aménagement de l'école, mais l'école, il est sur un territoire de bassin, enfin, sur un bassin versant plus important. Et c'est très important aussi pour les collectivités de se dire, est-ce que je suis sur un quartier avec des enjeux de déconnexion plus globaux? Parce que c'est ça aussi qui va dire, bah, sur cet aménagement de la cour d'école, au lieu de simplement les raccorder et avoir une performance d'infiltration ou de déconnexion sur un événement de quelques heures sur du mensuel, sur une pluie mensuelle, et ben sur cette école, on a un enjeu d'aller chercher une performance sur du centenal avec des abados beaucoup plus importants. Et là, ça va pas être le même projet, ça va pas être le même coût.
Et ça va être très important de le prendre en compte parce que au-delà de l'école, ça va avoir un rôle sur le bassin versant, quoi, et sur la ville. Et que ce soit la sécurité ou le dimensionnement général, cette approche-là, elle est vraiment. Ça répond aussi à la question tout à l'heure sur le mulch dans la Valoire. Ça se traite quand on sait quel volume d'eau arrive et avec quelle vitesse, quoi. Parfait. Si Delphine, tu veux compléter aussi. Oui, bah de notre côté, en termes de sécurité, que ce soit les nous ou les jardins de pluie, souvent on donne quelques ordres de grandeur sur des profondeurs recommandées. Voilà, par exemple 30 cm de profondeur maximum, une pente entre 3 et 5%. Voilà. Et puis, en fonction des réticences ou des questionnements en termes de sécurité, bah, il y a plein de solutions sur mettre en place des ganivelles temporaires. Je sais qu'il y a une autre cour d'école où ils ont simplement fait des pontons et les nous peuvent être pratiqués en toute heure et tout temps par les enfants. Donc ça, c'est à la liberté de chacun. Il y a des écoles où le cas de figure ne va pas du tout se poser. Donc, on le propose pas, quoi. C'est vraiment au cas par cas. Et, là, Mais nous, on a des écoles où ça va Ils acceptent enfin, déjà une mare, hmm, c'est pas évident, et une mare inondable. Donc, ils acceptent une mise en charge de 15, 20 cm, 30 cm. Et puis, il y a des écoles qui ne veulent pas voir l'eau, hmm. qui ne l'acceptent pas. Donc, on va avoir d'autres réponses techniques sur l'infiltration, mais ils ne veulent pas avoir d'eau du tout, ni une mare. Stéphane Gourmaud de la région Bretagne demande, arrivez-vous à des déconnexions totales des eaux pluviales systématiquement dans vos projets? Chez nous, Alors, non. Pour être tout à fait clair, on a encore nous, des améliorations à on y faire. arrive dans certains secteurs, mais alors c'est total sur quel événement? Hmm, Euh, pour, pour le minimum pour la prise en charge de l'éligibilité agence de l'eau, c'est une pluie mensuelle 24 heures. Donc, ce n'est hmm. pas des objectifs très hauts non plus. Ouais. C'est assez simple de l'atteindre. Après, on peut être sur des territoires qui sont beaucoup plus exigeants aujourd'hui, qui demandent du centenal. Hmm. Et c'est tout à fait possible d'y arriver. Oui. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je voulais vraiment vous remercier chaleureusement tous les deux de vos interventions et puis aussi les participants pour leurs questions. Ce webinaire est enregistré. On a aussi beaucoup parlé aujourd'hui voilà, de comment ces questions-là étaient accueillies au sein de la communauté éducative, de l'importance du projet pédagogique pour les élèves, etc. Nous, c'est des choses au sein de Redagio qui nous travaillent aussi beaucoup et donc on va aussi faire des propositions sur ces questions-là de représentation, de cohabitation avec l'eau, de qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi est-ce qu'on en a peur, etc. Donc restez connectés. On espère pouvoir annoncer des actions chouettes là-dessus sur la prochaine année scolaire qui arrive. Donc, toutes les présentations et la vidéo du webinaire vont être envoyées à tous les participants. Il y avait plus d'une centaine de personnes inscrites ce matin, dont beaucoup qui n'étaient pas disponibles, donc ils regarderont le replay. Et moi, de toute façon, je reste disponible si jamais il y a des questions, des besoins d'éclaircissement ou bien transmettre des contacts. Voilà, donc un grand merci à toutes et tous et très bonne journée, très bonne semaine et bon début d'été. Merci. Merci à tous. Au revoir.